Merci beaucoup. Oui, donc, je suis journaliste scientifique. J'ai le plaisir de participer cette année encore au cycle de conférences Place Publique. Et il y a 3 ans, j'étais là pour la conférence sur la conférence sur le climat, enfin cette conférence sur le climat, ce moment de discussion sur le climat. Donc ce soir, on va effectivement parler de transition énergétique. Alors je crois qu'il y avait un point d'exclamation dans le programme. Et oui, c'est important de mettre un point d'exclamation. Et peut-être que pour apporter des réponses donc à une question comme celle-là, énergie propre, un idéal inaccessible, il faudrait revenir sur tous les termes. Bon, je ne vais pas le faire, mais peut-être qu'on pourrait au moins nous mettre d'accord sur quelques points. Donc oui, la rencontre il y a 3 ans autour du réchauffement climatique, j'avais posé en préambule une série de postulats. Je pense que c'est aussi nécessaire ce soir, comme par exemple, il y a des dérèglements climatiques globaux d'origine humaine. Le climat se réchauffe globalement du fait des émissions de gaz à effet de serre. Ce réchauffement se fait à une vitesse extraordinaire aussi, donc à la différence des cycles géologiques précédents qui se déroulaient sur des dizaines de milliers d'années. Ces évolutions-là interviennent à l'échelle du siècle. On peut dire aussi, ce n'est pas que le réchauffement climatique qui est en question, que la planète Terre connaît actuellement la 6e extinction du vivant. Et ceci est aussi une conséquence de certaines activités humaines. Les conséquences probables de ces dérèglements peuvent être considérées comme une gigantesque catastrophe pour l'ensemble de nos sociétés. Et ces postulats sont consolidés par les communautés scientifiques, c'est-à-dire qu'ils y font consensus et ont été rigoureusement validés par les observations, les modélisations, les expériences. Donc ce sont des faits produits scientifiquement. Donc dire cela, ce n'est pas clore la discussion, au contraire, il y a beaucoup de choses à débattre après. Mais je pense qu'il faut au moins partir de ce point d'accord. Une transition énergétique est indispensable, c'est en gras dans le texte, pour espérer limiter le réchauffement climatique. Donc difficile de discuter d'un idéal des énergies propres si on ne se met pas au moins d'accord sur ces points-là. Alors de quoi cette transition est-elle le nom? Donc d'un processus de substitution des énergies propres aux énergies sales. Donc en gros, ça serait remplacer la centrale charbon de Cordemais par des éoliennes, de mettre des panneaux solaires sur tous les toits, de passer aux véhicules électriques, etc. etc. Donc ça, c'est une très mauvaise manière de se représenter cette idée de transition énergétique. D'abord parce qu'aujourd'hui, les bonnes énergies ne remplacent pas les mauvaises, elles viennent plutôt les compléter. C'est-à-dire que le charbon représente toujours près de 40% de la production électrique mondiale, et il n'est pas sûr que la demande diminue dans les années qui viennent. C'est-à-dire que les sources d'énergie se cumulent et les consommations augmentent. C'est une addition énergétique. Alors imaginons tout de même une transition radicale, c'est-à-dire un véritable abandon des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Donc ce serait la solution du type recouvrir tous les déserts de panneaux solaires, j'en sais rien. Donc ça serait oublier le coût de production d'un panneau solaire, son coût de remplacement, la difficulté à stocker l'énergie, c'est particulièrement important dans le cas des énergies dites intermittentes, donc comme le vent ou les rayonnements solaires. Ce serait oublier la grandeur des pertes électriques dans le transport de cette électricité. Donc c'est 30% de l'électricité qui est perdue dans les lignes à haute tension. Donc pour parler d'énergie, en fait, il faut regarder les choses largement. Donc c'est un peu l'intérêt d'une question comme celle qui nous réunit ce soir. Donc regarder les choses largement et considérer tout le cycle de l'éolien, pour prendre l'exemple de l'éolien, de l'extraction des matières premières à la production d'électricité. Et donc c'est ce qu'a fait Guillaume Pitron, donc, qui est au milieu, qui est journaliste au Monde diplomatique. Guillaume Pitron est allé sur le terrain en Chine, là où sont extraites ce qu'on appelle les terres rares, ce sont des métaux précieux que l'on trouve à peu près partout autour de nous, dans les téléphones, les voitures, dans les rétroviseurs électriques des automobiles, les éoliennes. Et ces terres rares, on les extrait seulement en Chine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles se trouvent qu'en Chine, mais c'est seulement en Chine qu'on les extrait, ou quasiment. Enfin, vous préciserez peut-être. Et en tout cas, on les extrait avec un coût écologique dévastateur. Donc soyons positifs. L'éolien et le solaire ne sont pas si propres ou vertes. On commence à répondre à la question. Et sont renouvelables dans la limite des métaux disponibles. Bon, il y a quand même des stocks importants. Mais elles n'en sont pas moins préférables aux énergies fossiles, du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, en tout cas. Et surtout, ces techniques s'améliorent, en tout cas les scientifiques y travaillent. Et donc ce soir, on accueille aussi Daniel Clément, qui est directeur scientifique adjoint de l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie. Donc Daniel Clément qui pourra apporter là aussi un angle large sur cette transition énergétique, cette fois peut-être en considérant comment la recherche scientifique réfléchit à tous les obstacles que j'ai présentés. L'ADEME n'est pas un organisme de recherche, c'est une agence d'État. Donc Daniel Clément, vous allez aussi pouvoir nous présenter comment se pense la transition énergétique en France, comment on imagine aussi la réduction des consommations et l'idéal, peut-être inaccessible, de cette croissance verte. Alors je n'ai pas employé une seule fois le mot nucléaire, ce qui est un comble en France où 70% de l'électricité est produite avec de l'uranium, donc c'est peut-être un cas particulier, mais en tout cas on peut dire que l'énergie nucléaire n'est ni renouvelable ni propre. Mais Daniel Clément, vous allez peut-être pouvoir nous dire aussi comment l'ADEME pense l'avenir de cette filière, un cas français assez particulier là encore. Enfin,
L'irruption des Gilets jaunes sur la place publique a permis une large prise de conscience, une prise de conscience forte de la dimension sociale et politique de ce qui nous arrive avec la transition énergétique. Nous sommes inégaux face au bouleversement écologique, inégaux entre nord et sud, entre riches et pauvres. La transition ne pourra pas se faire sans justice sociale. Céline Burgère, vous êtes géographe urbaniste à l'Université de Reims, dans l'équipe du laboratoire Habité. Vous avez réalisé votre travail de thèse sur l'acceptation sociale d'un parc éolien, donc c'était en Champagne, en Bourgogne, Champagne-Ardenne. Et vous allez nous expliquer que les enjeux sont économiques, dans le cas de l'acceptation de l'éolien. C'est-à-dire que les enjeux sont économiques et pas seulement paysagers, comme on pourrait le croire. Donc aujourd'hui, vous travaillez sur les villes intelligentes, donc les smart cities, cet idéal de la ville numérique que nous connaissons bien ici. On en entend parler. Et vous travaillez sur les dimensions sociales de ces villes en transition. Donc des villes numériques pleines de terres rares. Donc ça, c'est une transition, mais journalistique. Je me tourne vers vous, Guillaume Pitron, puisque c'est votre enquête qui pose la question de ce soir sur la propreté des énergies renouvelables. C'est une enquête que vous avez publiée dans un livre intitulé « La guerre des métaux rares » au Lien qui libère en janvier de cette année. Le livre sera disponible, je crois que Durand s'est installé un stand devant. Et vous avez aussi réalisé un documentaire sur le sujet. Alors sur la forme de la discussion, on a imaginé prendre un peu de temps pour écouter chacune d'entre vous, vous laisser réagir aux propos des autres et puis ensuite vous laisser répondre aux questions. Donc voilà, c'est jusqu'à 22h. Pour commencer, peut-être que je vous propose de regarder un extrait du documentaire de Guillaume Pitron, un documentaire qui s'appelle « La sale guerre des terres rares » que l'on peut trouver sur YouTube. Et voilà. Donc, je fais un signe, on passe l'extrait. Ça, c'est c'est le côté environnemental de la Chine. Ça ne faisait absolument pas partie du programme de visite et c'est vraiment la face noire, je peux dire, de la Chine. Et c'est des choses qu'ils n'ont pas prises en compte, absolument pas, dans les 50 dernières années. Voilà, ambiance. Guillaume Pitron, est-ce que vous pouvez nous présenter cet extrait, ce qu'on vient de voir, peut-être faire un retour sur cette longue enquête que vous avez menée plusieurs années? D'abord, merci de m'inviter. Et puis surtout, quelquefois, je parle souvent seul. Et là, nous sommes ensemble à parler. Et c'est passionnant parce que je vais peut-être apprendre des choses aux gens ici, mais je vais aussi apprendre beaucoup de choses de mes deux acolytes ce soir. Et je suis journaliste, j'ai 38 ans, je m'appelle Guillaume Pitron. Je suis reporter, donc je travaille sur le terrain. Ce que j'aime, ce que j'apprécie dans ce métier, c'est de pouvoir constater ce dont on parle dans les médias souvent, mais cette fois-ci de le voir de mes yeux vus. Je suis un peu comme saint Thomas. Et je m'intéresse beaucoup aux matières premières. Et plus précisément en fait aux métaux rares, qui a fait l'objet d'un livre que j'ai publié en début d'année. Et j'ai travaillé sur cette question des métaux rares pendant environ 6 ans. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute transition énergétique a besoin de ressources. Et nous avons eu besoin pour la première transition énergétique, qui était finalement la première révolution industrielle, qui s'est accélérée au 18e, après avoir commencé qui a commencé au 18e et qui s'est accélérée au 19e, pardon. Eh bien, il fallait pour la machine à vapeur du charbon. Et puis après, nous sommes passés au XXe siècle à une autre transition énergétique, la deuxième révolution industrielle, et cette fois-ci, il fallait du pétrole. Et puis nous basculons au XXIe siècle dans une transition ou peut-être une addition énergétique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se débarrasser du pétrole et du charbon, on va plutôt en fait ajouter à ces deux ressources fossiles et les énergies, à ces ressources fossiles, on va ajouter de nouvelles technologies dites propres qui se fondent sur c'est l'éolière, c'est l'éolien et solaire, et ces technologies-là sont elles-mêmes consommatrices de ressources. Et on ne le voit pas, on ne sait pas, pour beaucoup d'entre nous, qu'il faut des ressources en quantité considérable pour fabriquer toutes ces technologies. Et ces technologies vertes et aussi les technologies numériques qui permettent d'améliorer l'efficience des technologies vertes, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et cette transition, il faut bien le comprendre, c'est une transition qui est métallique. C'est-à-dire que nous allons avoir besoin de toutes sortes de métaux pour fabriquer ces nouvelles technologies dites vertes. On va avoir besoin de métaux abondants. On va avoir besoin de plein de fer, de plein de cuivre, on va avoir besoin de zinc, on va avoir besoin et même de
pas de métaux du tout, on va avoir besoin de béton. Les éoliennes ont besoin il faut beaucoup de béton pour fabriquer les éoliennes. Et puis, je vois que ça réagit déjà à ma gauche, et pourtant là-dessus, c'est la nature, c'est les universités de Grenoble qui vous affirment précisément ce point sur le béton. Et donc, il faut des métaux abondants, et il faut aussi des métaux rares. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des métaux rares ? Eh bien, des métaux rares, ce sont des métaux qui sont moins abondants que les métaux dont je vous ai parlé à l'instant, tels que le fer. Ce sont des métaux qui ne sont pas forcément rares au sens où on en trouve partout sur Terre, mais si je prends dans ma main un morceau d'écorce terrestre lambda et que j'essaie d'aller chercher un gramme de ce métal rare dans ce que je pourrais tenir dans ma main, je vais en trouver beaucoup moins en proportion que si j'allais extraire du fer de ce même morceau de terre ou de roche. Et donc, c'est quelquefois 1000, 2000, 3000 fois plus rare un métal rare qu'un métal abondant. Ces métaux rares, il y en a une trentaine. Et ils portent aussi le nom de stratégiques, ils portent le nom de critiques. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Vanadium, gallium, indium, on n'entend pas forcément souvent ces mots-là chez nous. Il y a également le tungstène, il y a les terres rares, on en reparlera peut-être, c'est une classe de métaux rares qui elle-même se subdivise en une quinzaine de métaux tels que le samarium, le néodyme, le terbium, le praséodyme est très important aujourd'hui. Ces métaux sont rares parce que géologiquement ils sont plus rares que les métaux abondants et ils sont aussi appelés critiques parce qu'il y a des risques de pénurie d'approvisionnement et cette criticité c'est finalement une rareté industrielle. C'est-à-dire que finalement, il y en a peut-être beaucoup dans l'écorce terrestre, mais au final, on n'a pas l'outil industriel qui permet de compenser, enfin de faire en sorte que l'offre soit suffisante par rapport à la demande, et donc ça crée des tensions sur les approvisionnements, et c'est une rareté industrielle. Et donc ces métaux, il faut bien aller les chercher quelque part. Et donc la transition énergétique, c'est aussi, ou l'addition énergétique, c'est aussi eh bien, une nouvelle demande, une nouvelle consommation de ressources qui jusque-là, les métaux rares n'étaient pas forcément beaucoup utilisés. Il y a 40 ans, on n'utilisait quasiment pas ces métaux rares, mais aujourd'hui, on en a besoin pour tout un tas de technologies vertes. Pas toutes les technologies vertes, ça dépend des technologies, on ne trouve pas tous les métaux dans toutes les technologies vertes. Débat d'experts, n'empêche que ces ressources, on en a besoin de plus en plus. La croissance est exponentielle, elle explose, c'est de l'ordre de 5, 10, 15, 20% par an d'augmentation de production et de consommation. Et donc, il y a forcément des coûts écologiques qui sont associés à l'extraction de ces matières premières. Ce que vous venez de voir, j'ai dû faire ce petit tour pour arriver finalement à l'image. C'est les zones, en Chine, on est à Baotou dans le nord de la Chine, c'est une ville qui est une capitale économique, la capitale économique de la région autonome de Mongolie intérieure, et on est dans les zones de raffinage de terres rares, cette fameuse classe de métaux rares dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'il y a une mine qui s'appelle Bayanobo, qui a une centaine de kilomètres à laquelle je n'ai pas eu accès, mais comme le minerai dans l'écorce terrestre, il faut bien le raffiner pour arriver au métal, pur à 99,99999%, eh bien, il faut raffiner, c'est-à-dire qu'il faut séparer le métal rare, la terre rare ou les terres rares, il y en a plusieurs, des autres métaux auxquels ils sont associés dans l'écorce terrestre, et aussi de la roche qui va être finalement du rebut. Et ce processus de raffinage n'est pas raffiné. C'est un processus qui nécessite le recours à des tas de produits chimiques polluants. Il faut beaucoup d'eau. Les eaux vont se charger en produits polluants, en métaux lourds qui sont des rejets. Et tout ça, on ne sait pas quoi en faire en Chine et ça ne passe pas par la station d'épuration comme vous l'avez vu. C'est directement rejeté dans un lac artificiel qui s'appelle le Huikrang Dam. Et ce lac artificiel, à perte de vue, eh bien, ce sont en fait tous ces rejets qui débordent par intermittence dans le fleuve jaune qui est juste attenant. Il y a une partie du film qui explique aussi qu'il y a des gens qui vivent dans des villages du cancer à côté de ce lac. Ils disent on vit dans un village qui s'appelle un village du cancer parce qu'il y a des taux anormalement élevés de cancer chez nous et on pense, et on peut les croire, qu'il y a un lien entre les deux. Donc voilà ce que vous avez vu et voilà les quelques enjeux environnementaux que vous avez pu constater en regardant cette image. Je vais vous redonner la parole, mais donc pour faire du propre, vous avez pu constater que quelquefois, et même souvent, il faut faire du sale. Voilà, le documentaire s'appelle La sale guerre des terres rares. Le livre parle aussi de guerre. Vous avez insisté aussi beaucoup sur l'importance stratégique en fait, de cette exploitation de ressources. Et voilà, on trouve ça qu'en Chine aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qui fait que c'est principalement les Chinois qui ont développé cette industrie-là. D'accord. Alors, il faut savoir que, en fait, comme ça a été dit, ces métaux, on en trouve partout. Et il fut un temps où ces terres rares, eh bien, c'était l'Occident qui était le leader de l'exploitation de ces métaux, jusque dans les années 80-90. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les problèmes environnementaux
générés par l'extraction et le raffinage, c'est des enjeux qui donc ont pesé sur les Américains qui étaient des qui extrayaient la matière dans une mine de terres rares qui était une mine en Californie. Ils étaient les leaders de l'extraction des terres rares, 50% des terres rares venaient de là-bas, et qui les raffinaient, c'était les Français. C'était Rhône Poulenc à La Rochelle, aujourd'hui Solvay, qui raffinait 50% des terres rares de la planète. Et simplement, eh bien, ce processus d'extraction et le processus de raffinage étaient des processus qui étaient polluants et qui généraient, notamment à La Rochelle, d'immenses tensions sociales avec les Rochelais. Et donc, comme on avait en même temps besoin de ces ressources d'un côté, parce qu'on allait de plus en plus les utiliser, parce que vous avez des terres rares sur vous à l'instant où je vous parle. Vous avez une terre rare qu'on appelle le néodyme dans votre téléphone portable. Donc on en a de plus en plus besoin, mais on ne veut pas assumer le coût écologique. Et donc, en fait, on a décidé qu'on allait se tourner vers d'autres pays qui étaient plus pauvres que nous, en leur demandant s'ils n'étaient pas prêts à assumer ce fardeau écologique à notre place. Et à ce moment-là, dans les années 80-90, la Chine, forte de ses considérables réserves de terres rares, dit, écoutez, moi, l'environnement, ce n'est pas mon problème, elle le regrettera plus tard, mais moi, je vais assumer l'extraction et le raffinage, et puis on va organiser les choses de sorte que moi, je me salisse pour produire ces ressources, et puis vous, occidentaux, vous allez les racheter propres, vous allez les mettre dans vos technologies vertes et vos technologies numériques, et vous allez dire, regardez, c'est merveilleux, la transition énergétique, c'est quand même génial. Et donc, finalement, on s'est débarrassé de ce problème de pollution, donc on l'a finalement déporté, on a délocalisé cette pollution qui se trouve à des milliers de kilomètres où personne n'est jamais allé, et donc on ne voit pas cette pollution invisible, et donc on pense ces technologies comme étant propres, alors qu'elles ne sont bien évidemment pas propres, mais ce n'est pas nous qui en supportons le coût écologique, ce sont les Chinois. Mais je peux vous dire que là où j'étais, ils savent, les Chinois, ce que c'est que le coût de la transition écologique. Et donc on se retrouve dans une situation où vous avez des pays qui produisent toutes ces ressources à notre place, mais du coup qui produisent 95% des terres rares, et l'Australie en produit également quelques-unes. Et donc, on se retrouve avec des pays qui ont le monopole ou le quasi-monopole, ou le leadership de l'extraction de terres rares, mais aussi de molybdène, de gallium, d'indium, de tungstène, de toutes ces matières rares, qui sont des ressources stratégiques pour nos économies. Et qu'est-ce que fait un pays quand il détient 95% de la production d'une ressource stratégique pour les États clients? Est-ce que vous pensez qu'il va dire on va respecter les règles de l'OMC ? Bien évidemment que non. Et c'est là qu'il y a un volet plus guerrier, au sens de guerre économique. On ne fait pas la guerre, on ne tire pas de coups de fusil pour l'accès à ces métaux, mais c'est une guerre économique au sens où la Chine a compris que si elle tenait la matière rare, elle pouvait peut-être l'utiliser pour ses propres industries vertes plutôt que pour les industries vertes du voisin. Et comme la Chine est engagée dans une transition énergétique dont elle aimerait bien être le leader, parce que c'est déjà elle qui produit, qui fabrique la majorité des technologies vertes dans le monde aujourd'hui, eh bien, elle se dit que si elle a la ressource, elle pourra accélérer sur la chaîne aval, et puis nous, Français, eh ben, nous nous débrouillerons avec les miettes, finalement. Après, on parlera bien évidemment de la recherche pour savoir comment on fait. Et donc, finalement, aujourd'hui, il y a un enjeu stratégique qui est, mais si nous n'avons pas accès à la ressource, nous ne pourrons pas avoir les technologies. Et la Chine pense que si elle tient les ressources, elle tient la technologie. Et en jeu, il y a quoi ? Il y a des enjeux de souveraineté, il y a des enjeux de souveraineté minérale, technologique, il y a des enjeux sociaux. C'est des enjeux, à un moment, la question, c'est où seront créés les emplois verts ? Et les emplois verts, pour le moment, ils sont davantage créés en Chine. Donc, voici un peu les questions que ça pose aujourd'hui. Ce monde vert, qui est vert, je le mets toujours entre guillemets parce que ce mot vert, pour moi, le mot vert est pour moi problématique, mais c'est un monde vert, entre guillemets, qui est en train d'être emmené par un leadership chinois. On pourra aussi évoquer les coûts écologiques et politiques de l'extractivisme dans des pays africains, comme le Congo, et des mines de cobalt là-bas. Alors, le Congo, c'est très important parce qu'il faut beaucoup de cobalt. Enfin, le Congo produit les 2 tiers du cobalt aujourd'hui. Et le cobalt, c'est indispensable pour les batteries des voitures électriques. Il faut 15 à 20 kilos de cobalt en moyenne pour une voiture électrique. Et donc, en fait, aujourd'hui, tout le monde va au Congo parce que c'est là que se produit la majorité de ce minerai. Simplement, vous le savez qu'au Congo, c'est un État failli, avec des institutions très faibles, avec des problèmes de gouvernance. Et donc, finalement, tous ces problèmes de pollution que nous avons délocalisés, ou nous avons aussi délocalisés en laissant d'autres pays produire ces minerais à notre place, tous les problèmes de gouvernance, tous les problèmes de droits humains, tous les problèmes qui sont classiquement associés à la mine, ce ne sont pas des enjeux que nous avons à subir nous, puisqu'il y a quasiment plus de mines en France, mais en revanche, ce sont d'autres pays qui sont souvent des pays moins développés que nous, qui en assument les conséquences. Donc ça vaut pour le Congo, on peut parler du Kazakhstan, on peut parler de la Russie éventuellement, on peut parler de l'Amérique latine, tous ces pays qui, chacun à leur manière,
ont ces ressources chez eux et qui, en même temps qu'ils pensent pouvoir en tirer un bénéfice économique, hein, c'est vrai également, eh bien, subissent forcément les contre-coups de ce dynamisme minier sous forme de tous ces conflits que vous venez d'évoquer. Bon, ça, c'est vraiment un point central dans votre travail, c'est cette nouvelle géopolitique de la transition énergétique et des terres rares. L'autre point important que vous avez déjà évoqué, c'est de rendre aussi visible le coût écologique des technologies. Donc, par exemple, un téléphone portable, je crois que dans les téléphones intelligents, il y a une 50aine de métaux, avec des difficultés de recyclage, choses comme ça. Et ça participe aussi à dévirtualiser le numérique, qui est producteur de chaleur, qui est consommateur d'électricité. Il y a aussi cette dimension-là importante de rendre visible toute une chaîne de production et de pas seulement s'attacher sur une technologie. Alors vous avez dit deux choses, donc je vais répondre très rapidement aux deux choses. D'abord, vous avez parlé de géopolitique. Oui, il y a une géopolitique parce que, en fait, quand on regarde les chiffres, alors les chiffres changent tous les jours, d'accord ? Donc, encore une fois, ce chiffre-là, il va évoluer, mais d'ici 2035, on aura besoin de 24 fois plus de cobalt environ. On aura besoin de 180 fois plus de lithium. Certains disent c'est 100, certains disent... Bon, mais grosso modo, comprenez qu'on va avoir besoin de plus en plus de ces ressources. Et la même université de Grenoble, d'ailleurs, que je citais tout à l'heure à propos du béton, Olivier Vidal, plus précisément, nous dit, compte tenu de tous nos besoins en général, pas seulement pour les technologies vertes ou numériques, mais tous nos besoins en métaux, eh bien, les 30 prochaines années, il faudra qu'on extrait plus de métaux du sous-sol que tout ce qu'on n'a jamais extrait comme métaux depuis 70 000 ans. Donc la question, c'est où est-ce qu'on va chercher ces métaux ? Et donc on va aller les chercher dans les pays qui ont ces métaux, mais c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont devenir extrêmement puissants potentiellement, puisqu'ils ont la matière dont nous avons besoin. Et donc on voit une nouvelle géopolitique se mettre en place, une géopolitique de la transition énergétique, où finalement des pays qui étaient jusque-là un peu en dessous des radars ont le potentiel de devenir de grandes puissances minières et de faire jouer de leur leadership sur l'extraction de ces ressources, comme le fait la Chine, de jouer de cet avantage pour rééquilibrer les rapports diplomatiques avec l'Occident. Et puis, on parle déjà d'aller chercher des minerais au fond des océans, pourquoi pas dans l'espace. Les Américains évoquent la question, ça paraît un peu fou, mais ils ont déjà adapter leur corpus de lois aux États-Unis pour que des orpailleurs spatiaux puissent aller chercher des métaux rares sur les astéroïdes. Ça paraît un peu fou, mais ça vous raconte juste qu'il y a aussi une géopolitique là qui se met en place, parce qu'il va bien falloir aller chercher ces ressources quelque part. Et donc l'enjeu, c'est prendre conscience de ce qui nous arrive, c'est déjà essayer de connaître qu'il y a ces questions de matière. On s'engage dans une transition qu'il faut faire. Il faut absolument la faire, elle est indispensable. C'est le mot que vous avez employé, je suis totalement d'accord. Mais à la condition de bien comprendre quels sont les nouveaux enjeux écologiques, économiques, géopolitiques qui sont associés, qui sont cristallisés par cette nouvelle course aux métaux abondants et rares. Et si on ne comprend pas que nous sommes en train de nous engager, qu'avec cela s'engage une nouvelle dépendance à de nouvelles matières premières, si nous ne connaissons pas l'existence de ces ressources, si elles nous sont invisibles, parce que personne n'a l'idée d'aller démonter son téléphone portable et de regarder précisément ce qu'il y a dedans, vous en avez dit 55 métaux, et personne n'a l'idée d'aller démonter éventuellement la batterie de sa voiture électrique pour voir qu'est-ce qu'il y a dans les cathodes, eh bien, nous ne serons pas conscients du problème. Et donc, il y a un enjeu d'éducation pour nous qui est de réaliser cette dépendance-là, de comprendre ces ressources, et puis derrière, de pouvoir mieux agir parce qu'il faut que nous soyons acculturés à ces enjeux. Alors avant de laisser la parole à Daniel Clément, est-ce que vous ouvrez aussi des pistes de réflexion dans votre travail ? C'est-à-dire que ça relativise fortement l'idée de croissance verte. Je pense que c'est important de relativiser cette idée-là. En tout cas, ça relativise l'idée, par exemple, de remplacer tout le parc automobile par de véhicules électriques. C'est des choses qu'on a pu entendre ces derniers temps. Est-ce que vous ouvrez des pistes de réflexion comme l'économie circulaire, c'est le mot savant pour dire recyclage, ou les mines urbaines, des choses comme ça ? Est-ce que vous ouvrez un peu des réflexions sur l'avenir ? On va les ouvrir ensemble. En fait, quelque part, si vous voulez, moi je suis journaliste, je milite pas dans un parti, je ne suis pas militant dans une association. Ce que je vous raconte, c'est des choses que j'ai constatées, et j'essaie de faire un travail honnête et sincère, dûment sourcé, avec beaucoup de chiffres, qui sont des chiffres tout à fait officiels. Hein. Rien de ce que je vous dis n'est secret. Ce sont que des choses tout à fait officielles. Simplement, il y a des milliers de rapports qui proviennent de partout, de tous les pays. Il faut les lire, il faut les agréger, il faut aller sur le terrain pour comparer ce qui est écrit à ce que l'on peut voir. Et puis, effectuer une synthèse. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est vrai qu'au bout de ce résultat-là, je suis un peu embêté, en fait. Parce que moi aussi, je lis la presse comme vous, et puis je suis j'ai envie de croire à cette transition, mais à un moment, toute cette notion de capitalisme vert me dérange, et la croissance verte, ça me dérange à l'arrivée, parce que comment est-ce qu'on va réussir finalement à accélérer
sur notre modèle de développement actuel, et ce n'est pas un anticapitaliste qui vous le dit, tout en pensant qu'on va réussir à gérer et à régler tous ces enjeux écologiques qui sont ceux actuellement, alors que les nouvelles technologies sont elles-mêmes polluantes. Et donc, je suis un peu gêné par rapport à ces enjeux-là, et je pense que la vraie... Je me demande même si on ne se trompe pas de transition. Enfin, je veux dire, il faut la faire, mais il faut qu'il y ait des... Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de transition ? Est-ce que la vraie transition, et moi je pense que la vraie transition aujourd'hui, c'est d'optimiser la matière, de la rationaliser. C'est de faire en sorte que pour un mode de vie équivalent, un niveau de vie même équivalent ou en croissance, on utilise de moins en moins de ressources. L'enjeu, c'est de découpler, de faire un découplage entre la croissance de notre PIB et puis l'exploitation de ces ressources et nos besoins. Et la seule façon d'y parvenir, donc finalement de faire aussi bien ou mieux avec moins, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, ce n'est pas que le recyclage. L'économie circulaire, ça commence par la collecte, après il y a le recyclage. Enfin, c'est toute une boucle en fait, d'économie qui fait que normalement la ressource reste le plus longtemps possible dans les circuits économiques, de sorte qu'elle soit réutilisée le plus de fois possible, de sorte que nous n'ayons pas à aller rechercher à la mine dans les conditions écologiques que l'on sait. Et donc évidemment, je pense que le grand enjeu, la grande transition, c'est celle qui va réussir, qui va permettre, qui va faire en sorte que nous soyons capables de faire des gains de productivité sur les ressources au XXIe siècle, comme on a fait des gains de productivité sur les ressources au XXe siècle. L'enjeu, c'est, pour moi, ça, il faut se rationaliser, parce que sinon un jour, on devra se rationner. Et donc, après, on peut venir à l'enjeu du recyclage, de la substitution. Il faut investir considérablement dans ces procédés qui sont horriblement complexes, pour lesquels il y a très peu de modèles économiques viables. On ne sait pas quand est-ce qu'on va réussir vraiment à être capable de mettre en place des boucles d'économie circulaire sur toutes ces matières premières, sur tous les rares, à un terme qui soit satisfaisant. J'entends 10 ans, même 20 ans. Mais bien évidemment qu'il faut espérer pouvoir arriver à permettre cette optimisation des ressources à l'avenir. Daniel Clément, dans le dernier rapport du GIEC, le mot d'ordre aussi, on pourrait citer le mot d'ordre des récentes marches du climat, à savoir « il est encore temps », hashtag. L'heure est encore à l'optimisme. Votre point de vue en tant que directeur scientifique adjoint de l'ADEME sur cette transition énergétique indispensable, et ce que vient de dire Guillaume Pitron. Bon, d'abord, je voudrais saluer tout le monde et vous souhaiter une bonne soirée et vous remercier d'être là. Merci également aux gens qui nous ont invités. Ça veut dire, vous allez être un peu déçus parce qu'on va, en fait, à la suite de ce qu'on vient d'entendre sur l'introduction, ce que vous venez de dire, on va avoir du mal à avoir une vraie controverse parce qu'on est quand même très très d'accord sur les grandes lignes. Après, ce qu'on a entendu là depuis tout à l'heure met en avant de nombreux défis, de gros enjeux, de nombreux défis, et en fait tout le travail, la réflexion qui se fait dans les laboratoires, dans les équipes de recherche, et quand même dans les gens qui analysent un petit peu, qui ont des visions prospectives, qui construisent ces visions prospectives à moyen et à long terme, consistent justement à identifier les verrous et à chercher les meilleures solutions pour les dépasser, pour les lever. Donc ça, c'est une partie de la question. Après, on pourrait reprendre presque point par point les différents sujets, mais ils ont été bien évoqués en prenant l'exemple type là, sur la disponibilité d'un certain nombre de matériaux stratégiques. Et c'est vrai que l'introduction de l'économie circulaire, alors avant l'économie circulaire, on peut repartir, on a cité Olivier Vidal et les travaux qui ont été faits dans son laboratoire avec les équipes, notamment l'université, mais aussi le CNRS et aussi des équipes de recherche du CEA, de l'IFPEN, auquel l'ADEME a également contribué. Enfin, on a été associés, on a revu, on a discuté les travaux faits par ces équipes-là. Effectivement, il y a 3 niveaux. C'est-à-dire, il y a le premier niveau qui est une certaine urgence, qui est faire en sorte d'avoir des procédés d'extraction, des procédés de traitement, de récupération de ces matières premières, qu'elles soient rares ou pas d'ailleurs, qui soient plus propres et qui préservent au mieux l'environnement. C'est la première étape. La deuxième, ça va être effectivement de les utiliser aussi de façon la plus rationnelle, d'en optimiser l'utilisation. Et puis cette partie recyclage, réutilisation, cycle de la matière première est également essentielle. Et elle est déjà sur certains produits, elle est déjà en cours. Si on prend un métal précieux, rare, le platine, les ressources sont limitées. Pourtant, des platines, il y en a dans des centaines de millions de pots catalytiques sur la Terre. Et allez faire le tour des décharges, vous n'allez pas trouver des tonnes de platine dans les décharges. C'est-à-dire,
dès lors qu'il y a de la valeur, il y a des circuits justement, la rationalité fait en sorte que la récupération, une bonne gestion de ces matières soit faite. Et pour les terres rares, quelque part, on pourrait pas de façon paradoxale, c'est une chance que ces terres soient relativement difficiles à obtenir. Encore une fois, c'est pas une rareté physique. Là aussi, il y en a partout. Le problème, c'est qu'il y en a très peu à chaque endroit, quoi. Mais c'est pas. Ça va être le fait que ce soit cher va de toute façon conduire à les gérer correctement. Donc, encore une marque d'optimisme, on n'est pas dans leur utilisation. On va avoir effectivement, il va falloir augmenter la production pendant un certain temps, et ensuite on va arriver sur des plateaux, sur des régimes où il y aura moins besoin, voire plus besoin, d'aller extraire ces matières premières qui sont, en fait, on emprunte des matières premières à la planète et on les détruit pas. Et le problème du pétrole, c'est qu'il est abondant relativement et qu'il n'est pas cher. Et lui, il est carrément détruit. Donc on a les deux exemples, une ressource énergétique dans laquelle on a tapé et dont on détruit complètement, voilà, on a tiré l'énergie, elle est détruite. Toutes ces matières premières minérales, notamment, sont conservées, ne perdent pas leur propriété quand on les utilise, c'est-à-dire elles ne s'épuisent pas. On peut les régénérer, et donc ça ouvre aussi des perspectives qui sont moins noires que les effluents, effectivement, qu'on a pu voir tout à l'heure dans le bout de film. Et ceci étant, c'est vrai que les pratiques aujourd'hui sur la planète sont globalement très, très polluantes. Les problèmes de pollution, les problèmes de santé et d'environnement sont cruciaux. C'est sans doute aujourd'hui les déterminants principaux des politiques environnementales sont quand même liés aux problèmes de santé avant même d'être liés aux problèmes de ressources. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce qu'on appelle un usage dispersif, c'est-à-dire que les 55 métaux qui sont dans un téléphone portable sont en tellement petite quantité qu'il est quasi impossible de les recycler? Alors ça, c'est l'équation. Après, il y a l'équation économique. C'est-à-dire, tout est possible, mais c'est un coût. De même que l'extraction des terres rares, il y a un certain nombre de choses, c'est limité, on ne le fait pas partout parce que le coût économique de l'extraction est supérieur en fait à la valeur du produit. Alors après, ces produits-là ont également, il y a des substitutions possibles. C'est-à-dire, si on prend ceux-là, c'est pas parce qu'ils sont rares, c'est parce qu'à un moment, à un coût donné, c'est ce qui est le plus intéressant d'exploiter de façon industrielle. Je ne veux pas dire que qu'il y a des solutions, des alternatives à tous les produits qu'on utilise, mais pour beaucoup de choses, c'est vrai qu'on parle du néodyme, faire du bore pour faire des aimants permanents, c'est vrai que c'est des super aimants, c'est génial de faire des moteurs à aimants permanents, mais on fait des moteurs également avec des bobinages. Alors, effectivement, il faudra plus de cuivre et moins de néodyme, mais c'est voilà, il y a des solutions techniques, et puis il y a des tas de gens qui travaillent, qui cherchent. Je reviens sur le platine, il y a une petite 15 ans déjà, début des années 2000, les gens qui travaillaient sur la pile à combustible disaient c'est un truc, c'est absolument pas possible d'imaginer le développement des piles à combustible parce qu'il y a une quantité de platine telle comme catalyseur, il y a besoin de platine, ça coûtera toujours trop cher. Et là, les laboratoires de recherche, en quelques années, ont pu pratiquement diviser par plusieurs centaines la quantité de platine. Il suffit d'avoir une couche atomique. Alors bien sûr, il faut que les technologies, après, permettent de gérer de façon industrielle le dépôt d'une couche atomique de platine sur des substrats. Alors, on va pas. La question, c'était la question, c'était sur la voiture à hydrogène. Peut-être oui, vous pouvez expliquer ce qu'est une pile à combustible aussi. Alors, on parle de pile à combustible. La pile à combustible, c'est avant tout, c'est un convertisseur. Ça permet effectivement de produire de l'électricité. On peut dire que c'est une alternative à la batterie. Dans la batterie, on produit l'électricité de façon externe à la batterie et on va la stocker dans la batterie. La pile à combustible, en fait, est un réacteur dans lequel qu'on va alimenter en hydrogène et en oxygène. L'oxygène, ça va, on en a dans l'air. Et le problème, ça va être d'avoir de l'hydrogène pour alimenter ce réacteur, pour effectivement, à ce moment-là, produire de l'électricité. Alors, le rendement est plutôt bon, plutôt meilleur que le rendement d'un moteur thermique, mais ce n'est que, si on peut dire, un générateur d'électricité. Donc, on parle de voiture. En fait, ce n'est pas une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Simplement, on substitue à la batterie ou au pack de batterie un réservoir d'hydrogène et une pile à combustible. Alors là, c'est aussi un sujet, on peut en discuter pendant des heures, parce qu'il y a aussi des tas d'options, des tas de technologies, mais ça renvoie au problème, d'où vient l'hydrogène, comment on produit l'hydrogène, il n'existe pas l'état naturel
ou pratiquement pas à l'état naturel. On peut en trouver un petit peu dans des endroits très particuliers où il y a des plaques de subduction et des hautes températures, des effets de volcanisme. En fait, de toute façon, on serait sur la même question, comment faire pour exploiter industriellement des ressources hydrothermales, d'hydrogène au fond des océans. Alors j'ai pas donné de chiffres dans l'introduction, la courte introduction que j'ai faite. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux sur le déploiement des renouvelables en France aujourd'hui, dans le bouquet énergétique? Alors, il y a déjà, on va parler d'énergie renouvelable, mais dans l'idée qui se développe depuis le début de la soirée, là, on voit bien que derrière ça, il y a quand même une notion de réduction des consommations, d'optimisation. Je parlais du pétrole. Le pétrole, si on l'a gaspillé, c'est parce qu'il n'était pas cher. Et dans beaucoup d'usages, pour la plupart des usages qui vont utiliser des ressources énergétiques, il faut le dire et le redire, avant de parler de toutes les énergies, qu'elles soient renouvelables ou pas, commençons par utiliser intelligemment et mettre de l'intelligence dans la consommation d'énergie pour la réduire autant que faire se peut. Et là, je vous assure que les marges de manœuvre sont... voilà. Les gains potentiels sont tout à fait importants. On ne devrait pas avoir besoin, enfin on sait faire des bâtiments, des logements qui n'ont plus besoin d'être chauffés. D'ailleurs, c'est presque maintenant, je vais dire dans la loi, le bâtiment à énergie positive. Alors ce qu'il y a, c'est que le bâtiment à énergie positive a encore un bilan annuel, mais c'est déjà pas mal. Il y a un moment où on peut très bien imaginer de réduire pratiquement à très faible quantité la quantité d'énergie pour se chauffer. C'est quand même le premier poste de consommation. En tout cas en France, après les comparaisons mondiales sont plus compliquées, mais en tout cas en France, le premier poste de consommation énergétique, c'est le chauffage des bâtiments. Par contre, le premier poste d'émission de gaz à effet de serre, de CO2, c'est le transport. Usage du pétrole, usage captif. Alors, une fois qu'on a dit ça, et ça c'était tout, c'est un préalable incontournable, il y a ce qu'on appelle des engagements, voire des ambitions sur l'introduction des énergies renouvelables en France, mais c'est vrai, c'est dans un cadre européen. Pour l'instant, c'est pas vraiment le moment de parler de cadre mondial, même s'il y a la COP24, parce que vaut mieux garder un bon souvenir de la COP21. Sur les énergies, donc sur les énergies renouvelables, il y a des objectifs. L'objectif fixé à la France, c'est 23% d'énergie renouvelable en 2020. On n'y sera pas. On ne sera pas très très loin. On va arriver, là on est à 18-19. Il y a une partie importante qui est la partie chaleur. En fait, on n'en parle peut-être pas suffisamment. Il y a eu un glissement pour des énergies renouvelables qui étaient les énergies renouvelables, c'est les éoliennes, c'est le photovoltaïque, c'est l'électricité. C'est pas complètement neutre. Guillaume, mon introduction a parlé justement un petit peu des différents termes. La sémantique en matière d'énergie est importante, notamment parce qu'on parle d'énergie propre. C'est la première chose au mois d'août, là, quand j'ai été contacté pour cette soirée, j'ai eu le titre énergie propre. Je lui dis, quand on parle d'énergie propre, ça veut dire implicitement, on considère qu'il y a des énergies sales. Et donc, alors elles sont sales à plusieurs points de vue. Quand on parle que de l'énergie, indépendamment de la production et des aspects polluants et des atteintes environnementales qui peuvent être faites dans l'extraction des différentes matières nécessaires à développer ces technologies, on pense effectivement une énergie propre, c'est une énergie qui ne va pas émettre de CO2, qui ne va pas émettre de polluants à l'usage, éventuellement qui ne va pas créer des déchets dont on ne saura pas quoi faire. Donc déjà, quand on dit énergie propre, on a une famille de déchets, lapsus intéressant, on a une famille d'énergie déjà qui a été un peu cadrée. Alors c'est repris, après, d'autres vont parler d'énergie décarbonée. Il n'échappera à personne que quand on parle d'énergie décarbonée, sont des énergies, c'est les mêmes que tout à l'heure, plus en général l'énergie nucléaire, puisque c'est la seule autre énergie productrice d'électricité qui n'émette pas de CO2 à l'atmosphère. Alors on a parlé d'énergie verte. Énergie verte, là c'est encore un autre terme qu'on utilise. Effectivement, ça donne plutôt une coloration écologique, on va dire, parce que c'est le mot un peu à la mode. C'est pour ça que beaucoup de gens ne l'aiment pas trop, n'aiment pas l'utiliser. On a les énergies durables aussi. Alors l'énergie durable, c'est déjà presque plus sympathique parce que ça renvoie sur le développement durable et on voit là qu'on doit conjuguer des aspects environnementaux, des aspects économiques, des aspects sociaux. C'est-à-dire là, y compris l'emploi, enfin toute une dimension plus large de l'énergie est derrière ce terme énergie durable. Voilà. Et puis il y en a, si vous avez compté, voilà, dans la soirée, vous pouvez regarder quels mots vont être utilisés. Et à chaque fois qu'on utilise un terme, on y met derrière, plus ou moins consciemment, certaines visions qui correspondent à certains
certaines projections qu'on fait sur ces énergies, et donc pour répondre sur sur la durabilité, sur le côté catastrophe, est-ce qu'on va dans le mur? Si on fait rien, oui, c'est clair, parce que je pense que les problèmes d'impact des émissions de gaz à effet de serre vont pas disparaître d'un seul coup. Et puis, les ressources qu'on utilise, les ressources fossiles, à part peut-être le charbon, mais on voit bien que lui, il est quand même et puis il n'est pas très sympa à utiliser de toute façon. Ces ressources sont quand même limitées dans le temps. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, c'est 30 ans, c'est 10 ans. Enfin, à un moment, on parlait du pic du pétrole. On parle moins de pic de pétrole, on parle d'un plateau, effectivement, qui peut durer un certain temps, mais il finira bien par retomber. Mais le plateau, on y est aujourd'hui. Moi, je n'ai pas encore entendu un seul expert, et j'en ai rencontré pas mal sur le sujet, parler de dire qu'on pouvait faire plus de 100 millions de barils par jour. Or, on y est arrivé, on a eu des pointes à 100 millions de barils, donc sans doute que de toute façon, on ne pourra pas produire beaucoup plus de pétrole. Quelles que soient les techniques qu'on utilise, y compris après, parce que ça va être complètement hors de prix, il y aura des tas de choses qui vont s'y substituer. Donc la population mondiale continue à augmenter, et si les besoins augmentent et qu'on ne peut pas aller plus loin, de toute façon, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Alors, effectivement, on peut se dire ça va être une catastrophe, il faut se dire on est quand même une capacité de réaction. Ce qui est sûr, c'est que plus on s'y prend tôt, plus ce sera facile. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un certain nombre de priorités qui peuvent arriver dans les grands équilibres, qu'ils soient politiques nationaux ou internationaux, qui à chaque fois diffèrent. Et c'est vrai qu'il y a des discours pour dire comment la chose la moins critique aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas visible quotidiennement, c'est quand même ces problèmes d'énergie, puisque regardez sur les embouteillages qu'il y a, le nombre de voitures qui circulent, en dehors du potentiel d'économie que ça représente, c'est vrai qu'on ne peut pas dire encore que ce soit un gros problème. Donc le pétrole n'est pas cher, c'est paradoxal, mais voilà. Alors, je finis sur le développement des énergies renouvelables. Donc on a effectivement à peu près aujourd'hui 20% en tout cas de l'électricité qui est d'origine renouvelable. Les ordres de grandeur. Donc il y a 15, les 17, il y a 37 000, voilà, sur 37 millions de TEP, il y a 7,6 millions de TEP, ça de tête, de photovoltaïque, de millions de TEP, de tonnes équivalent pétrole. Alors je pourrais le faire en gigawattheure ou en térawattheure. Et on peut les rôtis, voilà. Enfin, ça fait, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a un facteur à peu près 10 entre le million de TEP, voilà, vous multipliez à peu près par 10 pour avoir des térawattheures. C'est 0,086. Céline Burgère, Daniel Clément disait que le pétrole n'était pas cher. Et voilà. c'est pas une provocation. Trois petits points. Est-ce que c'est intéressant parce que cette question de la transition énergétique, c'est vraiment aussi une question très politique. Il y a une dimension sociale, il y a la question des inégalités dans la transition. Est-ce que vous pouvez présenter vos différentes recherches? Donc vous avez fait une thèse, je disais, sur la territorialisation de l'aménagement d'un parc éolien en Champagne-Ardenne. Et aujourd'hui, vous travaillez sur les Smart Cities. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qui sous-tendait un peu votre travail de recherche, à savoir la question de l'acceptation sociale de cette transition énergétique? Bon, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, merci aux organisateurs pour nous permettre de débattre ensemble ce soir. Oui, moi, j'ai réalisé une thèse, en fait, sur les projets éoliens, le développement des projets éoliens en Champagne-Ardenne. Et je me suis intéressée, en fait, à ce qui aux inégalités territoriales que ça pouvait générer. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, j'ai essayé de voir comment se passait le montage d'un projet éolien dans son ensemble et est-ce que c'était générateur de développement local ou non. Puisque l'idée, c'était que les projets éoliens se mettent en place dans le cadre des injonctions de la durabilité et donc qui doit normalement permettre des avancées sociales également, puisque c'est un volet de la question de la durabilité. Et en fait, il se trouve que les choix en matière de politique énergétique français font que ces projets éoliens ont, dans un premier temps, été fortement portés par des promoteurs privés qui arrivaient avec des projets clés en main dans des espaces souvent ruraux, très peu denses, et en fait qui déstructurait complètement les liens sociaux qui étaient en place sur ces espaces-là, notamment pour cause de conflits d'intérêts et d'enjeux financiers très importants.
Donc c'est un peu tout ça que j'ai cherché à démontrer dans ma thèse et de montrer donc que d'un point de vue territorialisation, ancrage territorial, ces projets-là, lorsqu'ils étaient portés par des promoteurs privés, étaient plutôt déstructurants et ne s'inscrivaient donc pas dans le cadre d'une démarche durable, d'un aménagement durable. Vous pouvez nous expliquer en quoi ils étaient déstructurants, ces projets-là ? En fait, déjà dans les pratiques que j'ai pu observer de la part des promoteurs, c'est normalement il y a une sorte de charte éthique qui doit amener les promoteurs à contacter d'abord les élus municipaux pour leur proposer la mise en place d'un parc ou non. Et ensuite, ils vont démarcher les agriculteurs pour savoir s'ils peuvent s'implanter ou non sur leur terre. Il y a un certain nombre de promoteurs privés qui ne respectent pas cette déontologie et donc ils vont d'emblée voir les agriculteurs et leur font des promesses, leur font signer des promesses de vente, on va dire. Enfin, qui met les élus locaux dans des situations très complexes parce qu'ils se retrouvent de fait un peu obligés d'accepter le développement du projet éolien. Ensuite, il y a autre chose par rapport à tout ça, c'est qu'un projet éolien, lorsque j'ai fait mes études, c'était à peu près 6 à 8 ans pour la mise en œuvre du parc. Et en fait, donc il y a différentes temporalités qui succèdent pendant tout ça, les études, les élections, etc. Et en fait, la pratique des promoteurs, c'est de faire la sécurisation du foncier, ce qu'ils appellent la sécurisation du foncier. Donc, en fait, c'est qu'ils font signer des promesses de location d'éoliennes à un ensemble très large de propriétaires terriens. Et en réalité, in fine, il y en aura seulement quelques-uns qui pourront bénéficier réellement des avantages financiers de la mise en œuvre de ce parc-là. Donc vous imaginez bien que quand on est sur des petites communes qui sont l'ordre, celles que j'ai étudiées, d'environ 300 à 500 habitants, il y a des conflits d'intérêts très directs entre les personnes qui vont avoir une éolienne, les personnes qui sont au conseil municipal, etc. Et donc ça crée des grosses tensions au niveau social au sein des communes où s'implantent les parcs. Et c'est une vraie complexité pour les élus. Dans tous les cas, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit que les refuser, c'était des problèmes pour l'avenir. Les accepter, c'est aussi des problèmes dans le présent. Donc en gros, ils se trouvent souvent confrontés à soit on accepte et on aura quelques avantages, notamment financiers, soit on refuse et on aura les nuisances, puisque de toute façon, il y aura quelqu'un à côté qui acceptera sans problème. Donc c'est assez... Ouais, les enjeux financiers, en fait, créent vraiment des problématiques sociales dans ces espaces ruraux. Et vous travaillez toujours sur cette question de la gouvernance, on peut dire, de la transition énergétique dans le cas des smart cities, donc les villes intelligentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donner des exemples de ce qu'on appelle ville intelligente d'ailleurs, le déploiement de technologies numériques dans l'espace urbain, en fait, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Alors là, mes recherches sur les smart cities, c'est vraiment le début, c'est vraiment les prémices. En fait, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut aujourd'hui replacer vraiment l'habitant au centre en fait de la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, puisque en hypothèse de base, je pars du principe qu'aujourd'hui, les habitants, ils sont plus davantage les objets de la Smart City que l'inverse. Et je pense que ça pose question parce que, selon moi, en fait, l'habitant, il doit vraiment être placé au centre des dispositifs. Et c'est ça aussi, penser une transition énergétique, c'est replacer le social au centre de la manière de penser les politiques énergétiques. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a parfois des difficultés à faire au niveau national. Et voilà.
Je sais plus. Du coup, juste pour donner des exemples de ce qu'on appelle Smart City, c'est de gestion des ramassage des ordures, de l'éclairage. Il y a vraiment différentes choses au niveau des Smart Cities. C'est pas encore très défini, même au niveau de la recherche. On a un peu du mal à savoir ce qu'on met derrière. En tout cas, on en entend beaucoup parler pourtant. On en entend énormément parler. Là où on est tous d'accord, c'est que c'est l'usage des nouvelles technologies normalement au service des habitants. C'est ce que je vous disais qui me posait question pour l'instant. J'ai pas encore toutes les réponses. C'est sûr que par exemple en France, on est sur des dispositifs qui sont quand même, par exemple Dijon. Je prends l'exemple de Dijon. On essaye de capter des données. Par exemple sur les poubelles pour optimiser la collecte des déchets, pour l'éclairage aussi. Donc là, sur ce type de dispositif-là, on est sur du captage de données, mais plutôt d'usage, pas de données personnelles de l'habitant. Donc déjà, je pense que c'est une forme un peu différente de l'utilisation des nouvelles technologies. Voilà. Et on a des exemples complètement différents, par exemple, surtout dans les pays asiatiques, où en fait, ils n'ont pas du tout le même rapport que nous à la ville, à l'usage du numérique, où là, pour le coup, c'est carrément il n'y a pas que ça, mais en partie, des villes entières qui sont développées par des grands opérateurs, ça peut être Samsung, Panasonic, etc. Où là, par contre, c'est des espaces complètement privatisés, où en fait on capte toutes les données des habitants pour pouvoir optimiser les services qu'on leur propose, éclairage, etc. Et là, c'est pas du tout la même démarche, selon moi. Et je sais plus. Je voulais compléter, j'ai perdu. Non, mais je pense que vous avez bien présenté un peu les enjeux, là encore une fois, de la gouvernance dans le cadre de la création de ces villes intelligentes. J'avais aussi une question, puisque c'est intéressant dans votre parcours de recherche, vous êtes passé des campagnes à la ville. Est-ce que c'est un clivage aussi qui est pertinent pour comprendre une fracture sociale ou en tout cas des inégalités dans la transition énergétique, l'idée de villes en transition contre des campagnes qui seraient reléguées, et est-ce que ça marche ce clivage-là Alors il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps sur cette question-là. Alors il y a différentes théories, surtout au niveau des géographes et des urbanistes, dont je partage pas trop celle qui consiste à opposer ville et espace et France périphérique, l'idée d'une France périphérique qui s'opposerait à une ville riche. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a plein de recherches de jeunes chercheurs qui ont travaillé sur ces questions-là et qui ont démontré qu'en fait, les inégalités, elles se retrouvaient aussi bien dans les villes-centres que dans les espaces périphériques, qu'elles touchaient aussi bien les espaces ruraux, périurbains que la ville-centre. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, certes, il y a des dynamiques différentes, mais aujourd'hui, on est quand même dans une urbanisation généralisée, en tout cas dans les pratiques, dans les mœurs, il y a vraiment une mixité fonctionnelle et sociale dans tous les espaces. Et ça ne me semble pas pertinent d'opposer les deux. Et là, actuellement, il y a eu la question du coût des transports qui a reflété les inégalités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comprenez, cette idée de transition énergétique qui crée des inégalités ou qui les révèle? De quelle nature, enfin de quelle manière ça se passe? Comment on peut dire qu'on n'est pas tous égaux Alors, il faut savoir, pour alimenter un peu ce que je viens de dire juste avant, on observe quand même que, par exemple, les personnes qui vivent aujourd'hui dans le périurbain, ou surtout dans le périurbain, elles ont un revenu médian qui est supérieur au revenu médian qu'on trouve dans les villes-centres. Donc il y a ça quand même comme idée. Donc en fait, elles sont plus les personnes actuellement majoritairement, les profils des personnes qui vivent dans le périurbain ont cherché une sorte de cadre de vie qu'elles ne trouvaient pas dans la ville-centre, ce qui les a éloignées de la ville-centre, et pas nécessairement une question de revenus.
de moyens financiers. Du coup, oui, effectivement. Après, il y a une question qui se pose, c'est que ces personnes, peu importe leur profil socio-économique, se retrouvent dans des espaces qui sont très peu connectés, avec des difficultés de mobilité, et dans le cas dont on parle là, qui se retrouvent du coup à porter une partie du coût de la transition énergétique et qu'ils le remettent en cause. Après... Et au sein des villes aussi, il y a dans les smart cities aussi, entre les quartiers pauvres, quartiers riches, il y a aussi des inégalités qui sont de cet ordre-là dans la transition énergétique. Juste pour faire le lien avec un peu votre travail sur les villes intelligentes. Sur les smart cities, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a d'un côté, c'est révélateur d'inégalités parce que ça marginalise, ça crée des espaces de marginalisation. Il y a certaines personnes qui sont exclues de ces dispositifs de smart city parce que pour des raisons de moyens, de capital pas forcément financier, mais capital social, de compétences, qui leur rendent certains dispositifs difficiles à s'approprier. Et en même temps, la Smart City aussi, ça peut être un outil intéressant dans le sens où ça a donné aussi à voir certaines inégalités qu'on ne voulait pas observer. Notamment aux États-Unis, il y a en fait le fait d'avoir, par exemple, cherché à optimiser les réseaux de transport. Ils se sont aperçus qu'il y avait des quartiers périphériques plutôt populaires qui étaient beaucoup moins dotés en matière de transport en commun, que les lignes étaient beaucoup moins fréquentes, etc. Et que du coup, ça créait des complexités d'accès au reste de la ville pour ces populations-là qui étaient déjà en difficulté. Donc voilà, c'est un objet vraiment intéressant parce qu'on peut faire des choses on peut révéler des inégalités très intéressantes avec ces dispositifs technologiques et en même temps, ils sont aussi excluants d'un autre côté lorsqu'ils ne sont pas appropriables par la population. Là, il est 9h, donc peut-être avant de vous laisser poser des questions, si vous avez des réactions, Guillaume Pitron, à ce qui a été dit par Daniel Clément, ou voilà, je ne sais pas si vous n'en avez pas, moi j'ai toute une liste de questions. Et si vous souhaitez réagir, peut-être à ce qui a été dit. Oui, vous m'entendez? Oui. Non, passionnant. Alors, peut-être une réaction pour commencer, parce que c'est tout chaud, mais c'est intéressant parce que c'est marrant, pour moi, cette question, en tant que consommateur d'informations qui ne connaissait pas votre sujet, elle est intéressante. Est-ce que finalement, transition écologique et équité ou sociale font-elles bon ménage? Et c'est vrai que c'est une question... Non, je l'ai mal résumé? Mais c'est passionnant parce qu'on ne s'imaginait pas se la poser comme ça. Et puis tout d'un coup, ça nous saute à la figure avec ce qui se passe depuis 3 ou 4 semaines en France. Et en fait, quand on m'a posé la question, parce qu'on m'a dit, est-ce que vous pouvez venir pour une conférence pour traiter de cette question? Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est exactement ça que je constate avec ces histoires de matières premières rares. Parce que finalement, cette transition énergétique, telle que moi j'ai pu le constater à travers ces ressources, ce n'est jamais que la reproduction de rapports de domination. C'est-à-dire que vous avez des pays pauvres qui creusent et vous avez des pays riches qui s'achètent des téléphones à 1 400 €. Bon, je vais très vite parce qu'en Chine, on se paye aussi des téléphones très chers parce qu'ils sont de plus en plus riches. Mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment, on a organisé les choses de sorte que cette transition n'est pas solidaire. Elle n'est pas solidaire. Et si on voulait qu'elle soit solidaire, il faudrait que nous, Français, assumions une partie de ce fardeau écologique en disant on va ouvrir des mines dans la région de Nantes et de Paris. Parce qu'au moins, comme ça, eh bien, on assumerait quelque part cette transition qui, pourtant, est présentée comme solidaire. C'est ce qui est marqué en haut du ministère de l'écologie et de la transition écologique et solidaire. Et donc, quelque part, on reproduit des phénomènes finalement d'inégalité ou de domination, et avec la question sous-jacente qui est mais comment est-ce qu'on corrige ces effets? Et c'est tout l'enjeu de la COP 21 et qu'on discute aussi avec Katowice en ce moment avec la COP 24, c'est comment les pays riches vont-ils mettre de l'argent au pot pour aider les pays pauvres, enfin moins riches en développement, à finalement accélérer cette transition énergétique, mais alors que c'est pourtant pas eux qui sont les premiers pollueurs. Et donc on essaie d'établir des mécanismes financiers qui permettent de rééquilibrer un petit peu ça. Et puis au milieu de tout ça, Trump dit non mais attendez, ça me coûte trop cher, moi je m'en vais parce que j'estime que les États-Unis sont lésés. Alors que c'est quand même les premiers pollueurs de la planète, c'est probablement à cause d'eux qu'on en est là, plus que les Français encore, même si nous avons notre responsabilité. Donc c'était juste ma réaction. Et puis j'en avais une autre ici, mais plus sous forme de question, parce que c'est vrai que moi je suis pris en tension entre le constat,
L'avenir, alors on me dit ça va s'arranger, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, le recyclage, on va tout recycler demain, on va être à 100%, ça va être top. Et puis on va tout substituer, on va remplacer le palladium par le nickel, on va mettre à la place du cobalt dans les batteries de voitures électriques, on va aussi mettre du nickel. Et alors c'est génial parce que je suis tiraillé entre d'un côté ce discours qui consiste à constater qu'objectivement aujourd'hui tous ces métaux rares on ne les recycle quasiment pas, et puis en même temps un optimisme qui m'embarque et qui me fait dire mais on va y arriver et puis en fait on va s'en sortir. Moi j'ai une analyse personnelle et qui est forcément subjective. Qu'en dit le scientifique ? Alors en fait je vais passer pour répondre par une partie du discours de Céline. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que je tiens le rôle et par nature, j'ai un petit côté un peu technologue quand même, mais je me soigne. Et en fait, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas de bonne technologie. Enfin, la bonne technologie, c'est celle qui va rencontrer une adhésion la plus large possible. Et donc, on est dans des phases plutôt d'expérimentation, de démonstration, mais il faut être capable aussi de se dire, tel truc, ça ne peut pas marcher pour telle ou telle raison, qui ne sont pas forcément des raisons techniques, qui peuvent être justement des questions liées à la façon dont les choses se décident ou se décident pas, et au rejet induit justement par des pratiques qui font fi de la gouvernance, qui font fi des grands équilibres éthiques ou des équilibres sociaux. Et en fait, les solutions ne sont pas technologiques, c'est un ensemble, c'est un montage qui est intégrant, enfin voilà, qui doit intégrer toutes ces dimensions-là. Et on sait très bien qu'il y a des tas de technologies super qui sont jamais développées, et que des fois, celles qui se développent, soit elles sont passées de force, et il y a toujours un moment à terme où ça va péter, enfin ça sera rejeté, ou effectivement on travaille, et c'est ce qu'on trouve dans un certain nombre de lieux. Je pense, on va dire, j'espère qu'ici, à Saint-Herblain, à Nantes, c'est comme ça que ça se passe, en associant au plus près les gens qui, au bout du compte, ont leur mot à dire et vont être des éléments de décision qui ont le même poids que la qualité du scientifique qui va expliquer en quoi il fait 10-3 ou 10-4 fois mieux que le petit copain. Alors, ça ne retire pas le fait qu'il y a quand même, il y a le social, il y a l'économique quand même, puisque ces coûts, il faut pouvoir le faire. Ça s'inscrit dans le temps. Il y a la capacité aussi à construire des visions et des visions partagées à des termes un peu plus longs, susceptibles quand même de déplacer un peu la fin de mois. Mais donc, il faut aussi, sans aller jusqu'à la fin du monde, il y a quand même des grands choix. Alors en principe, le politique, il sert à ça. C'est-à-dire quand on élit quelqu'un, déjà, on l'élit sur un programme. Alors peut-être qu'il faut aller plus loin aussi vis-à-vis des politiques ou des... Alors, est-ce que c'est les politiques, justement, ou des collectifs, ou des collectivités, en fait, qui prennent en charge leur avenir? Et ça renvoie à toute la question, justement, de la bonne granulométrie sur les lieux de décision et sur les lieux d'initiative. Un projet dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'environnement, est-ce que c'est quelque chose qui se décide à Paris ou à l'ONU? Ou est-ce qu'effectivement, il faut laisser une large place sur des initiatives plus locales qui intègrent des tas de dimensions qui ne peuvent pas être prises au niveau, à un autre niveau? Voilà. Donc je tape un petit peu dans les deux en utilisant vos remarques et vos postures. Oui, moi je suis... Peut-être le terme gouvernance a été mis en avant, il est un peu passe-partout, on peut y mettre beaucoup de choses, mais il faut peut-être commencer vraiment à l'utiliser et à le revendiquer. On a beaucoup parlé. Je crois qu'il y a un micro dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions ou pas? Ah, là-bas. Bonjour, Éric Couvez, Parti communiste français, secrétaire de la section de Saint-Herblain. Je suis aussi salarié de l'énergie. Je suis aussi syndicaliste dans l'énergie. Je ne suis pas allé à Paris aujourd'hui voir le ministère dont vous parliez tout à l'heure par rapport à l'avenir de la centrale de Cordemais. Ceci étant, on voit bien, et vous l'avez démontré, que le mix énergétique, aujourd'hui, il existe pour l'énergie aujourd'hui qui alimente l'ensemble en tout cas de notre pays, qu'on est interconnecté avec l'Europe, avec y compris des Allemands qui ont fait le choix de sortir du nucléaire et derrière ont développé l'éolien, mais aussi du charbon. Donc on voit que tout ça est un peu complexe. On voit aussi que le développement des ENR,
cette transition énergétique qui est effectivement souhaitée par les populations. J'ai aussi fait partie d'un débat sur la transition énergétique à la Maille, donc de Nantes Métropole, en tant que citoyen, pour constater que ce débat, en tout cas, a été conforme à la commande. Et effectivement, ce qui a été mis en avant, c'est que les populations souhaitent cette transition énergétique. Et je pense que tout le monde souhaite qu'on vive dans un monde meilleur où on puisse bien respirer. Et voilà. Mais en même temps, ils ont dit des choses fortes. Est-ce qu'aujourd'hui, et l'enjeu économique, vous le citiez, madame, notamment d'implantation des ENR sur des territoires, et avec tout ce côté pervers qui peut exister et qui existe, malheureusement, y compris donc tout cet argent qui est versé pour cette transition énergétique, est-ce qu'à un moment donné, effectivement, et ça a fait partie d'une des premières propositions, on ne ferait pas mieux de le mettre dans l'énergie qu'on ne consommera pas? Voilà. C'est-à-dire, effectivement, faire en sorte que les familles les plus démunies, les passoires énergétiques, effectivement, fassent en sorte qu'on puisse ne pas consommer. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la démonstration, c'est qu'on est à un équilibre en France. Donc, moins on va en consommer, même s'il y a un développement économique qui s'opère par ailleurs, même si on accueille des populations, par exemple, avec des migrants climatiques ou des migrants, voilà, tout simplement, et bien, on sera en capacité, voilà, d'avoir cette énergie nécessaire. Et en même temps, on leur a mis cet argent, à mon sens, au bon endroit. Et je crois que ça a été aussi exprimé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un gâchis quelque part? Voilà, c'est la question, je finis là-dessus. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un gâchis financier ou des choix politiques financiers qui sont peut-être pas bons, parce qu'on voit que les ENR, pour faire du panneau photovoltaïque et passer la pointe de 19h l'hiver quand on en a besoin et qu'il y a 0 kWh qui vont aider sur le réseau, on va être obligé de mettre une unité de production qui sera, elle, carbonée. Donc tout ça, est un peu compliqué. Je ne vais pas ici développer parce que je pourrais le faire, mais ce n'est pas l'objet. Mais je pense que l'argent, on ne met pas au bon endroit. Voilà. Vous avez déjà parlé un peu tout à l'heure de l'isolation des bâtiments. Je ne vais même pas répondre parce que vous avez quasiment répondu dans la question. Et en fait, c'était un commentaire très intéressant. Et j'ai juste envie d'abonder, mais en vous disant que la meilleure énergie, disent les énergéticiens, c'est celle que nous ne consommons pas, n'est-ce pas? Et donc, évidemment, le premier des efforts devrait être orienté vers ce type de transition, de consommation-là. La technologie est nécessaire. Il ne s'agit pas de ne pas développer du panneau solaire, avec par ailleurs les effets pervers que vous évoquez, c'est-à-dire comme c'est intermittent, le reste du temps, il faut bien réallumer une centrale en Allemagne à charbon ou à la lignite, qui du coup en fait va aussi polluer. Mais néanmoins, il faut quand même aller vers ces technologies-là. Simplement, on ne peut pas penser que ces technologies... vous savez, il y a un livre qui s'appelle « Cliquez et tous vos problèmes seront résolus ». Ça vient de sortir. Donc, vous voyez, on croit qu'on nous présente cette transition comme si c'était une transition technologique simplement. Achetez une bagnole électrique, mettez un panneau solaire sur votre toit et puis on va sauver la planète. On ne sauvera absolument pas la planète comme ça. Si on n'accompagne pas cette transition technologique d'une transition de nos modes de consommation, on n'y arrivera pas. Einstein a cette phrase que j'adore, que je répète souvent, on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler le problème avec exactement les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré? Et comment est-ce qu'on change ce mode de pensée et comment on le change justement en agissant réellement? Et le premier exemple que vous donnez, qui est le meilleur, c'est ces fameuses passoires énergétiques. Le bâtiment, c'est 40% de la consommation d'énergie en France. Comment est-ce qu'on fait effectivement déjà pour agir sur ce type de gaspillage-là, parce que vous avez parlé de gaspillage, avant de commencer à imaginer juste... développer encore plus nos capacités énergétiques, alors que déjà, on pourrait peut-être très bien faire si simplement on gérait mieux cet aspect de gaspillage. Donc voilà, c'était juste quelques commentaires supplémentaires qui ne réinventent pas vos remarques, mais qui abondent en votre sens, et tout ça est apolitique. J'ai pas besoin d'être communiste ou ultralibéral pour vous dire ça, c'est du bon sens. Peut-être pour faire un commentaire aussi, un livre qui est intéressant par rapport à la discussion de ce soir, c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Philippe Biwix, qui s'appelle L'âge des low-tech, où pour illustrer le gaspillage, il parle de technologie. Enfin, il y a une réflexion aussi à avoir sur la technologie. Lui, il y a un exemple qui cite assez souvent, celui du bikini connecté, qui a été présenté comme un projet d'avenir. C'est un bikini qui est relié à votre smartphone, qui vous dit quand est-ce que vous pouvez vous retourner, parce que c'est bon, vous avez assez bronzé. Donc il y a des métaux rares dans ce bikini, tout ça. Donc voilà, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur ce qu'est la technologie et les efforts qu'on peut consentir à faire pour la transition énergétique. Voilà. Oui, non, mais
on en discutera après sur l'histoire du charbon. C'est vrai que ça. Il y a Il y avait la notion de durabilité et donc de l'ensemble des dimensions. Et c'est vrai que pour les gens qui travaillent dans les centrales à flamme, à charbon notamment, on comprend qu'ils soient attachés à leur production, de même que ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires ont également le même type de posture et de réaction tout à fait normale. Voilà. Et après, il y a des solutions technologiques qui ont été testées. Bon, mais si on va au Havre, il y a eu EDF a fait beaucoup d'efforts pour voir est-ce qu'on pouvait capter, stocker le CO2 émis justement par la centrale du Havre. C'est une très belle manip. On a mis 26 millions là-dedans parce qu'il n'y avait pas que la dimension énergétique. On pourrait dire, si on regarde froidement les chiffres, on dit charbon, il reste quoi? Il doit rester 0,3, enfin même pas 0,3% dans l'électricité qui est produite, qui vient du charbon. Effectivement, c'est des moments intéressants. Il y a plus d'électricité produite par le charbon que par le fioul, quand même. Donc le fioul, il n'y en a pratiquement plus du tout. Le charbon, il reste 2 millions de TEP. Pour autant, c'est vrai que c'est quand même assez émetteur de CO2, beaucoup plus que les autres formes. Oui, parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Parce qu'il y a peu de charbon, donc là, le charbon concourt peu aux émissions de CO2. Pour autant, il y a un moment où ce sera quand même un problème. Une fois qu'on aura fait toutes les économies et qu'on aura résolu tous les problèmes de gaspillage énergétique, ce sera bien d'avoir des énergies, effectivement, il faut se rappeler, dans la politique énergétique, si on remonte avant 90, l'histoire quand même de réchauffement climatique, ça date à peu près de ces années-là. Hein, c'est Rio. Avant, la politique énergétique, c'était la sûreté d'approvisionnement et l'indépendance énergétique. Alors, on voit bien l'indépendance énergétique. Et là, on a commencé à parler d'énergie renouvelable, on a fait du nucléaire. Et la sûreté d'approvisionnement, ça permettait effectivement, on va dire, de sécuriser un petit peu. Enfin, c'était un terme politique pour sécuriser aussi l'emploi au niveau du pétrole. Il y a quand même tous les transports qui dépendent du pétrole. Et puis, il y a ce fameux charbon qui est historique. Mais c'est vrai il reste quoi? Il reste Le Havre et Commentry. Pas Commentry, pardon. Cordemais, pardon. Et Cordemais comme centrale thermique à charbon aujourd'hui en France. C'est quand même, c'est pas forcément l'avenir, même s'il faut être très attentif aux aspects sociaux qui sont liés. Mais ça, toutes les transitions, on a exactement les mêmes problèmes. Et on le voit avec les véhicules. Il faut penser à la justice. Juste un mot comme ça, parce que ça fait un peu café du commerce. Je n'ai pas les chiffres en réalité, mais on parle des coûts, donc des surcoûts pour les gens qui sont obligés de se déplacer en voiture quand ils sont en zone plus isolée. Je pense que la partie des revenus qui va vers l'habitat, c'est-à-dire les coûts des loyers, les coûts du foncier des logements, doivent permettre le différentiel de faire quand même quelques pleins dans le mois. Oui, bonsoir. Marc Denis, conseiller métropolitain. Moi, je me posais la question, on dit que la meilleure des énergies, c'est l'énergie qui n'est pas consommée. Je pense que, personnellement, la pire des énergies, c'est l'énergie qui est produite et qui n'est pas consommée. Et je pense notamment à plusieurs choses. On parlait de Cordemais tout à l'heure. Cordemais, c'était un magnifique outil pour produire de la chaleur. C'est les oiseaux qui en profitent et accessoirement les poissons aussi. D'autre part, le réseau électrique français est un réseau qui consomme à peu près un tiers de ce qui est produit dans l'ensemble des centrales de production. Est-ce que ça n'est pas quelque part le dispositif énergétique national tel qu'il est compris, national et européen, qui pose un véritable problème? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on change radicalement de paradigme avec un rapprochement de la production par rapport à la consommation? Enfin, je vais vous citer un exemple quand même qui se situe en Morbihan, à côté de chez nous. Vous avez un nouveau parc éolien expérimental qui va se mettre en place entre Groix et Belle-Île. Ce magnifique parc éolien va produire de l'énergie qui va être acheminée par un câble jusqu'à Erdeven sur le continent, et Belle-Île et Groix vont voir ce câble passer entre elles et vont continuer à recevoir par un vieux câble électrique une électricité qui les met en bout de ligne avec des chutes de tension et des difficultés quotidiennes. Donc en gros, une masse d'énergie importante va être produite à proximité et ça va être injecté dans un réseau national qui va en perdre un tiers, et eux ne vont pas profiter très directement de cette énergie-là. Est-ce qu'on n'est pas là sur les limites d'un système et est-ce que quelque part l'énergie nucléaire telle qu'elle est mise en place dans notre pays n'est pas la conséquence et la cause
de ce système-là. En gros, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de cercle vicieux où on est obligé d'avoir un dispositif national et interconnecté au niveau européen parce qu'on a du nucléaire, et on est obligé d'avoir du nucléaire parce qu'on a un système qui nécessairement dilapide une bonne partie de sa production. Ah oui, Céline Berger, ouais, sur la relocalisation de la production d'énergie. Oui, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, je vais aller dans le sens de tout ce que vous venez de dire. En fait, on a un problème, une difficulté au niveau national, c'est effectivement qu'on est dans un système très centralisé par rapport à la gestion de l'énergie. Et à mon avis, une des conclusions de mes travaux de recherche, c'est effectivement qu'il faut arriver à décentraliser tout ça, surtout avec le mix énergétique, puisque l'objectif, c'est d'arriver à consommer au plus près et à gérer des réseaux qui soient sur des circuits beaucoup plus courts, en fait. Et d'un point de vue social aussi, c'est important parce que c'est de cette manière-là, en fait, en faisant aussi des montages avec les collectivités territoriales, en les impliquant dans la gestion de leur énergie au niveau, à une échelle de la région ou du département, ou voire du quartier, qu'on arrive à éviter, en tout cas, des pertes dans les réseaux, et en plus à fédérer la population autour de la mise en place, par exemple, d'éoliens photovoltaïques, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait pouvoir mettre en place aujourd'hui, pouvoir, par exemple, proposer des régies qui gèrent la question énergétique, mais telle que la loi est faite aujourd'hui en France, c'est des choses qui sont complexes à mettre en œuvre. C'est pour ça aussi que l'exemple que je vous donnais tout à l'heure par rapport à l'éolien et aux promoteurs privés, c'est celui qui se développe le plus. C'est pas qu'on ne peut pas faire différemment, c'est qu'en fait, il faut vraiment avoir énormément de motivation pour entreprendre un type de projet plus collaboratif, du genre SIG, etc. SIG, c'est les structures. Oui, les SIG, c'est en fait faire partie, c'est de l'économie sociale et solidaire, et c'est donc en fait, par exemple, pour le montage d'un parc, on peut faire participer au capital du parc à la fois la collectivité territoriale, à la fois les citoyens, les entreprises, tout un tas d'acteurs en fait pour la mise en œuvre du projet. Et ça fonctionne très bien, mais c'est complexe à mettre en œuvre. Une autre question, du coup. Alors, il y avait au fond, je crois aussi, non ? Oui, après au fond. Ah, je sais pas. J'ai pas suivi. Qui était le premier ? Qui veut parler en premier ? Oui, bonsoir. Je suis Jean-Claude Quinton et je suis aussi adhérent d'une association qui s'appelle Nantéole. Et je rebondis par rapport à ce que vous disiez. Notre association a pour objectif de produire de l'énergie par les citoyens et pour les citoyens. Et là, on se lance dans un projet d'éolienne à l'intérieur du périphérique nantais. Avec, donc, bien sûr, dans cet esprit, c'est pourquoi aller chercher de l'énergie à l'extérieur alors qu'on peut la produire au plus près. Effectivement, je vous rejoins sur l'aspect, quand c'est des privés qui développent un parc éolien, c'est effectivement, ça a été souligné par la commission de régulation de l'énergie, c'est tout de suite sur des taux de rentabilité, alors on est encore parti là-dessus, sur des taux de rentabilité à 10 ou 15%, et puis on trouve même des situations où les développeurs d'un projet éolien donc se mettent, comme vous le décriviez tout à fait tout à l'heure, donc en relation avec une municipalité, tractent avec les propriétaires terriens, et puis une fois que le projet est prêt, ils le mettent sur le marché financier bien entendu, avec soit la possibilité, quand c'est possible, donc que ce parc soit après la propriété des citoyens locaux. Ou alors, si la meilleure proposition, c'est un fonds de pension américain, c'est le fonds de pension américain qui va empocher les dividendes qui sont produits par ce genre de parc. Alors, donc ça, c'est juste un exposé, c'est pour dire qu'il y a aussi des initiatives sur toute la région Pays de la Loire, avec une association qui s'appelle Énergie citoyenne en Pays de la Loire. Il y a actuellement un peu plus de 50 projets d'énergie renouvelable qui sont bâtis sur ce modèle. C'est les citoyens qui finissent par créer une société, tout à fait dans l'esprit d'une société de production d'énergie. On est des producteurs d'énergie au final. Ce que j'ai entendu dans votre discours, là, c'est peut-être pour faire un petit peu sécession par rapport à ce que vous avez dit. Au moins les deux messieurs, pour vous, le modèle est
toujours un modèle qui parle de croissance. Alors, est-ce que dans vos réflexions, la décroissance, alors pour moi, c'est pas forcément un gros mot, la décroissance, ou peut-être commencer à penser autrement que croissance, parce que croissance, c'est ça qui aboutit à des modèles du type EDF, Areva, des trucs gigantesques qui sont des machines infernales, alors que peut-être, comme vous l'avez souligné, comme on l'a souligné jusqu'à présent, si déjà on n'habite plus dans une passoire énergétique, donc ça peut déjà améliorer les choses, si on a sur place, comme vous disiez, un panneau photovoltaïque pour certains moments, peut-être ces panneaux photovoltaïques jumelés avec les quelques voisins, ça peut déjà amener un petit peu d'optimisation de la production, et puis en multipliant le photovoltaïque, l'éolien, les diverses possibilités, on peut arriver quand même, je pense, assez rapidement à une à peu près autonomie locale, par exemple dans un lotissement, par exemple dans une ville. Et je voudrais citer aussi au passage, et je vais m'arrêter là, il y a une commune en Loire-Atlantique qui s'appelle Monnières, qui se fixe comme objectif de produire sur place toute l'énergie, et y compris l'énergie de chauffage de toute la commune, de couvrir tous les besoins en énergie de la commune. Et là aussi, c'est une initiative, alors c'est pas forcément que citoyen, mais je fais pas de distinguo entre les citoyens et une municipalité, parce que finalement, c'est un peu pareil. Donc voilà, moi je crois que décroissance, éviter les mastodontes comme on a pu connaître, alors aussi bien sur l'énergie électrique, EDF, Areva, que sur le pétrole, parce que le pétrole, c'est aussi des mastodontes. Et je crois que peut-être une des solutions à ces problèmes gigantesques, c'est le développement microscopique de petites initiatives. Qu'en pensez-vous ? Tout à l'heure, j'ai parlé de granulométrie. Donc, ce que vous dites là va bien dans le sens, effectivement, de ces lieux de décision, de ces lieux d'initiative qui ne sont pas nécessairement, justement, de niveau national, qui ne sont pas nécessairement non plus issus d'un grand groupe énergétique ou financier. C'est vrai que vous avez raison. Je pense que les gens qui ont gagné le plus d'argent sur l'installation d'éoliennes sont ceux qui n'ont jamais installé d'éoliennes. C'est ceux qui ont fait du business sur les projets qu'ils avaient, sur les terrains et les décisions qui avaient été prises localement, mais surtout de ne pas les construire. Effectivement, c'était beaucoup plus facile de faire du financier et ça rapporte plus. Donc tout ça, il y a des tas de distorsions, d'anomalies. Alors, vous avez eu raison, vous avez bien mis le doigt. Je ne suis pas, moi, un fanat de la décroissance ou de la frugalité prise comme ça, parce que je pense que ce qui est important, c'est la satisfaction des besoins. Et que on a assez de mal à faire des choses, rajouter une dimension qui sera prise par beaucoup d'acteurs comme un peu de la frustration, ou des aspects très, très moraux ou vertueux. Vertueux. Gardons le vertueux quand même. Mais en tout cas, quelque chose d'un petit peu punitif, alors que derrière la satisfaction des besoins, après, effectivement, qu'est-ce qui va créer ces besoins ? Et ces besoins peuvent être moins importants, ne sont pas forcément des besoins qui correspondraient à de la croissance. C'est-à-dire, je ne pense pas que le besoin de croissance soit inhérent à l'espèce humaine. Après, c'est qu'est-ce qui va jouer, en fait, qu'est-ce qui va activer ces besoins de plus en plus importants. Et là, on retrouve effectivement des dimensions commerciales, c'est-à-dire c'est du business, il faut ramasser effectivement l'argent qui existe au bénéfice d'une partie de la population. Voilà. Et sinon, je reviens sur le système énergétique français, oui, tout à fait, est complètement centralisé, puisqu'il doit y avoir une trentaine, pas plus de 30 sites principaux qui produisent toute l'électricité en France, et donc avec les gros réseaux de transport qui effectivement déploient l'énergie. Maintenant, on doit être à pas loin de 500 000 points d'injection avec le photovoltaïque sur le réseau, qui pose un autre type de question, c'est que le réseau n'étant pas fait pour absorber des puissances importantes remontantes, puisqu'elle est faite pour descendre des endroits où est produit notamment l'électricité, c'est là qu'on va apparaître des effets intéressants, puisque ça conduit pratiquement automatiquement à pousser vers l'autoconsommation. Parce que on se rend compte qu'économiquement, il va mieux valoir faire de l'autoconsommation plutôt que de vouloir refaire tout remonter sur un réseau central. Et donc, c'est quand même là aussi une petite graine qui va bien dans le sens du
d'une mutualisation, parce qu'on voit bien, tout seul, c'est peut-être un peu juste. Maintenant, si on mutualise un peu, on peut se payer un peu de stockage, et donc on arrive à peu près à des schémas qui sont très intéressants à suivre. On parlait de recherche, c'est là que sur des initiatives telles que celles que vous nous avez présentées, il y a aussi ce qu'on appelle la recherche-action pour justement comprendre les mécaniques, en tirer les enseignements et voir comment ça peut s'appliquer ailleurs en faisant par des communications et de l'information. Ah oui, il y avait une question derrière, et après ici, je crois. Et après là. Je peux juste vous répondre en 2 mots parce que, pardon, juste avant monsieur, mais moi la décroissance, je suis mal à l'aise. Si Macron avait dit on va baisser le SMIC de 100 €, je ne sais pas dans quel état serait la France. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vendre politiquement ce modèle-là? En revanche, je pense qu'il faut... Pardon? En revanche, il faut... J'entends bien, mais imaginez qu'on aurait... C'est de l'inflation, dit monsieur, mais bon. En tout cas, moi, il faut de la décroissance. Pas forcément la décroissance, mais de la décroissance. Si je me mets avec ma casquette matière première, on a intérêt à ce que le secteur minier décroisse et que le secteur du recyclage croisse. J'ai intérêt à ce que mon loueur de téléphone portable connaisse un chiffre d'affaires en croissance, cependant que le vendeur de téléphone portable, lui, décroît. Est-ce qu'il vaut mieux louer un téléphone à quelqu'un qui a intérêt à ce que vous le gardez le plus longtemps possible? Ça permet d'éviter d'en changer tous les 6 mois. Donc je suis pour de la décroissance, et bien évidemment qu'appliqué au secteur énergétique, le spécialiste a parlé, donc je ne rajouterai rien, mais effectivement, ça paraît une option raisonnable. Juste un mot, parce que c'est passionnant, relocaliser, et moi encore, je mets ma casquette matière première. Si on veut relocaliser, alors il faut qu'on relocalise tout. Il faut qu'on relocalise la fabrication des éoliennes et peut-être d'ailleurs l'extraction des ressources qui se trouvent dans l'éolienne. Je vous emmène au Chili. Le Chili se trouve dans le nord du Chili, la mine de Chuquicamata, qui est la plus grande mine à ciel ouvert de cuivre du monde. Il faut du cuivre pour les éoliennes, surtout les offshore, parce qu'il faut raccorder les éoliennes par câble cuivré au continent. Le cuivre, il vient donc du Chili. Et le problème de là-bas, c'est il y a très peu d'eau dans cette zone du Chili. Le nord, c'est plus aride encore que le Sahara. Et il faut de l'eau pour raffiner le cuivre, le minerai de cuivre. Et donc, vous avez besoin d'eau. Simplement, on ne peut pas pomper dans les nappes phréatiques. Donc, on va chercher l'eau dans l'océan Pacifique. Et on installe une centrale de désalinisation qui désalinise l'eau et qui l'achemine. La centrale de désalinisation, elle fonctionne avec de l'électricité. Donc, il faut à côté une centrale électrique. La centrale électrique, dans le mix énergétique chilien, c'est notamment du charbon. Et l'enquête que je mène en ce moment me montre que le charbon vient de Colombie. Et après, j'aimerais bien savoir d'où vient l'énergie qui a été nécessaire pour produire le charbon en Colombie. Et donc, quand vous faites un flashback sur la chaîne de matières premières et sur toutes les matières qui rentrent dans votre éolienne et sur les matières qui sont nécessaires pour les matières et les matières qui sont nécessaires pour les matières des matières, vous avez à l'arrivée, et encore une fois, c'est Grenoble qui fait cette étude en ce moment, des dizaines de pays qui sont impliqués dans la fabrication de votre éolienne. Donc très bien pour dire l'éolienne, c'est génial, parce qu'on va produire localement une énergie qu'on va consommer localement, mais attention à toute cette face qu'on ne voit pas, qui est bien une face totalement mondialisée, et le mot mondialisé n'est pas un gros mot, mais qui nous dit bien que derrière cette illusion d'une relocalisation, il y a des chaînes d'approvisionnement, des chaînes technologiques, des chaînes industrielles qui, elles, sont totalement mondialisées. C'est vrai pour les éoliennes, puis pour le numérique plus largement, j'imagine, pour toutes les technologies. Mais une fois qu'on les a, on a quand même cette fois-ci de l'énergie qui permet de faire autre chose avec. C'est-à-dire on va avoir, par exemple, aussi plus d'énergie, avec les énergies fatales, puisque une éolienne, elle tourne quand il y a du vent, du soleil, il tourne quand il y a un capteur photovoltaïque, produit de l'électricité quand il y a du soleil, qui n'est pas forcément le moment où on en a besoin. Et là, il y a 2 choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a également une adaptation à faire sur la façon d'utiliser les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'avoir de l'électricité quand on veut. Et d'ailleurs, le système de production d'électricité est construit exprès pour fournir l'électricité à chaque moment où quelqu'un en demandera. S'adapter aussi aux énergies renouvelables, en tout cas pour améliorer l'efficacité globale et l'optimisation, conduit aussi à réfléchir comment utiliser mieux cette énergie quand elle est disponible. L'exemple classique, c'est de dire, voilà, le soir, vous avez un lave-vaisselle, vous avez rempli le lave-vaisselle le soir, vous n'avez pas forcément besoin que la vaisselle soit propre 2 heures après. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle soit propre le lendemain matin. Et donc, si... alors c'est la smart city, c'est aussi le smart grid. Enfin, mettre de l'intelligence dans la gestion de l'énergie, c'est savoir, effectivement, j'ai une dépression qui arrive sur la mer du Nord, et donc entre 3h et 6h du matin, je vais avoir plein d'électricité qui vont venir de mes éoliennes. À 1h, de toute façon, je n'aurai pas grand-chose à faire d'autre avec cette électricité que de faire des choses intelligentes. C'est aussi une des évolutions d'avoir, cette fois-ci, que le consommateur
l'utilisateur, en fait, devient aussi, n'est plus passif. Alors, il peut se faire aider par des dispositifs techniques, hein, mais n'est plus passif non plus par rapport à des fournisseurs d'énergie qui sont là. On s'occupe de tout, ne vous en faites pas. Voilà, il y a beaucoup de modifications et d'évolutions qu'on peut envisager à travers ce prisme. Oui, on dirait que vous vouliez que je pose ma question. La question que je me pose, moi, c'est on ne va pas forcément avoir beaucoup d'énergie à consommer en France avec l'éolien, parce qu'on a à peu près la moitié de la moyenne européenne en pourcentage d'électricité qui est fait à partir d'éolien en France. On en a 3 fois moins que l'Espagne ou l'Allemagne et 10 fois moins que les Pays-Bas. Donc on ne peut pas dire qu'on soit très très fort sur l'installation de parcs éoliens en France. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu un cas qui illustre quelque chose de complètement naturel. On a, je pense, à peu près tous un téléphone portable dans la salle, mais personne ne va avoir une antenne téléphonique près de chez soi. Or, le téléphone sans antenne, il ne marche pas. Ceci étant dit, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on améliore la mise en place de parcs éoliens, mais ma question n'était pas celle-là. Ma question, c'était est-ce qu'on envisage d'utiliser l'énergie renouvelable pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau? Est-ce que l'hydrogène ne peut pas être justement un élément de stockage de l'énergie renouvelable? Est-ce que techniquement, c'est intelligent? Oui, l'utopie de l'hydrogène, justement, accessible ou pas? L'idée, c'est l'utilisation intelligente de cette électricité qui va être produite à des moments où on n'en aura pas vraiment besoin pour faire autre chose. Et c'est là que le stockage, alors notamment par l'hydrogène, il y a d'autres façons de stocker de l'électricité, mais il n'y en a pas des masses. Ça repasse effectivement par des conversions des gaz de synthèse, hormis la batterie, mais la batterie, on sait qu'elle est chère. Et qu'elle utilise des tas de matériaux dont on aimerait bien, qui sont relativement limités et dont l'accès de façon très massive est problématique. Mais oui, mais ça, mais j'entendais qu'il y en avait à Florange aussi. Oui. Pardon, alors attendez. Donc oui, on peut, et là aussi peut-être que au niveau énergétique, un méthanier qui trimballe de l'hydrogène entre un parc offshore a une efficacité énergétique et pour faire marcher des véhicules plus intéressante que de tirer effectivement quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres de câbles dont personne ne sait très bien comment... ça existe, on sait faire, mais là aussi les coûts sont énormes et ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors entre de l'offshore lointain, de l'offshore proche, là aussi, et puis il y a toute la problématique des îles, effectivement, qui est encore une autre histoire. Mais il y a aussi le fait qu'un certain nombre de sites ont été choisis pour faire des expérimentations, pas uniquement pour alimenter, puisqu'on est dans des phases de démonstrateurs encore, même si ça devient, on va produire. Et donc il y a des objectifs qui sont effectivement de traitement, de pouvoir relier plusieurs dispositifs sur des câbles existants qui peuvent expliquer que ponctuellement, le premier choix qui a été fait n'a pas été d'alimenter en électricité les îles qui étaient la plus proche du site. Oui, une question devant. Mais ça viendra. Je crois que c'était vous d'abord, ensuite vous, et ensuite vous. Voilà. Oui, bonsoir, merci pour la soirée. Donc Charles Esmangeau, association Virage Énergie Climat. Je voulais revenir sur l'éolien. Et effectivement, la personne de Nantéol a déjà tout dit sur l'éolien. Je voulais simplement dire qu'au Danemark, on a 100 000 citoyens qui sont propriétaires de ces grandes éoliennes. Donc effectivement, si on remet le débat non plus sur un plan technique, mais sur un plan politique et social, on se rend compte que les gens sont intéressés. Et à ce moment-là, c'est une manière effectivement de reprendre le patrimoine des citoyens au service du financement de la transition énergétique. Donc effectivement, Énergie citoyenne en Pays de la Loire, les projets qu'il y a eu du côté de Bégane à Redon, avec Nantéol et avec la région d'Ancenis, montrent qu'au moins dans la région, il y a des dynamiques citoyennes qui montrent qu'on peut aller vers le développement de ces énergies renouvelables. Un petit point sur le renouvelable, la dette énergétique d'une éolienne est remboursée en environ 6 mois. On peut aussi utiliser des éoliennes qui n'ont pas d'aimant permanent, comme les éoliennes de la marque Enercon, qui effectivement vont utiliser moins de néodyme. Donc effectivement, il y a un goulot d'étranglement sur les matières premières, mais il y a aussi des manières de produire l'énergie qui sont intéressantes. Dernier point, on a dit effectivement que l'éolien fonctionne avec la météo. La météo est extrêmement prévisible et on peut utiliser la technologie du power to gas, c'est-à-dire quand on a une production électrique éolienne excédentaire, on fait l'électrolyse de l'eau, on récupère l'hydrogène qui peut être utilisé directement
ou bien on peut coupler l'hydrogène avec le CO2 d'une centrale biomasse et on produit du méthane. Le méthane, c'est le gaz qu'on a déjà dans nos tuyaux et c'est un gaz qui est facilement adaptable pour nos voitures. Et j'enchaîne sur la question de la voiture électrique. Dans les scénarios style négawatt ou virage énergie-climat, la question n'est pas de remplacer la voiture par la voiture électrique. La question est de se poser pourquoi avons-nous une société où nous sommes contraints à la voiture ? Et la démarche est déjà de se dire, au niveau des déplacements contraints, réduire les déplacements contraints, le covoiturage. On n'a plus besoin des voitures qui font 1,5 tonne ou 1,8 tonne. Quand on était plus jeune, on avait une 2 chevaux, une 4L qui pesait 500 ou 600 kilos. Donc sur l'usage de la voiture, il y a déjà une réflexion principale qui rejoint celle des économies d'énergie. Et à ce moment-là, quand on aura moins besoin de motorisation, alors on pourra mettre du gaz, on pourra mettre un petit peu d'agrocarburant et on pourra mettre de l'électrique. Mais la réponse de la voiture électrique actuellement au débat des Gilets jaunes va conforter la puissance de l'industrie automobile, qui est une autre manière de nous enchaîner à une autre révolution, entre guillemets, technique. On aura toujours des bagnoles, mais effectivement, on n'aura pas réduit le problème de la mobilité et le problème de l'énergie. On aura transféré la question de l'énergie, mais on n'aura pas transféré la question des revenus, ni le problème social en France. Merci beaucoup. Il n'y a pas de métaux rares dans pas mal d'éoliennes. Il y a des métaux en général, ce qui en soi pose des problèmes aussi. Mais oui, vous avez raison. Et puis sur la voiture électrique, je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème, c'est pas de passer d'une voiture à une autre. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait de l'autopartage, du covoiturage. Le problème, c'est comment est-ce qu'on s'en passe. Et effectivement, c'est pour ça que j'aime bien en fait Anne Hidalgo à Paris, parce qu'elle pose, enfin je veux dire, elle comprend qu'à Paris, par exemple, je parle de ma ville, mais elle comprend que ce problème est traité à Paris bien plus tard que pour les autres capitales européennes, et que vous avez 17% des automobilistes qui occupent 83% de l'espace public avec une bagnole, sachant qu'une bagnole, ça fait 6 à 8 mètres carrés, ça fait la taille d'une petite chambre. Et vous promenez, il y a 1,7 personnes en moyenne dans un véhicule à Paris. Et bien évidemment que ça devient invivable cette ville et que la question, c'est celle des transports en commun, etc. etc. Et donc, en ce sens, on ne peut qu'adhérer à ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. Ça vous fait très, très brièvement, parce que comme il est... Oui, attends, juste un mot, parce que c'est pas une provocation, mais c'est vrai que la réduction, et je parlais de scénarios long terme qui ont été faits notamment par l'ADEME, c'est vrai qu'on voit une diminution sensible du nombre de voitures. Ceci étant, il va falloir gérer, et intelligemment, le problème de tous les gens qui fabriquent des voitures aujourd'hui, de la même façon qu'on a le problème des gens qui produisent de l'électricité dans les centrales à charbon, ou dans un certain nombre de centrales nucléaires également, qui vivent, il y a des cycles. Voilà. Donc c'est s'adapter à ces cycles, les préparer et pas laisser les gens de côté. Sans ça, on va avoir encore des problèmes qui vont être encore d'un autre ordre que celui qu'on aurait à régler sur le plan énergétique. Diminution de la voiture en France, mais à l'échelle mondiale, doublement du nombre de voitures d'ici 2040. Allez-y. Oui, en fait, je n'ai pas de questions. Je n'ai pas de questions à poser. C'est le genre de ce débat la forme qui nous est imposée, c'est des experts à un moment donné, ça pourrait être d'autres gens. Et puis il y a un public et au bout d'un moment, les gens sont censés poser des questions. Alors on est obligé de déguiser ce qu'on a à dire sous forme de questions pour que ça passe. Vous pouvez pas poser de questions si vous voulez dire quelque chose. Je vais me fier à ce qui est écrit, échanger, dialoguer et participer. Donc ce qui me vient à l'idée, moi, c'est qu'on parle un peu de la situation là comme si c'était un problème, l'énergie, comme si c'était un problème, c'est-à-dire quelque chose qui avait une solution. On pourrait aussi en parler comme une situation catastrophique qui n'a pas de solution et à laquelle il faut simplement s'adapter. On sait que ce dont on parle depuis le début de la soirée, c'est-à-dire la production d'énergie verte ou non carbonée ou éolienne, etc., ça représente sur la production globale d'énergie sur la planète l'épaisseur du trait. Ça représente rien d'autre que l'épaisseur du trait si on cumule le charbon, si on rajoute le pétrole, si on rajoute un petit peu de nucléaire. Les énergies vertes, ça représente rien. Par contre, ce qui est en train de se passer, c'est que la production d'énergie mondiale, elle est en train de monter d'une façon exponentielle. Comme la population mondiale est en train d'augmenter de façon exponentielle, comme le nombre de téléphones portables est en train d'augmenter de façon exponentielle, comme le nombre de voitures est en train d'augmenter de façon exponentielle, comme le PIB est en train d'augmenter de façon exponentielle. Et quand on a fait, il y a plein d'autres choses, la consommation de métaux rares augmente de façon exponentielle. Si vous avez déjà vu des courbes de biologie, on sait comment ça se termine, une courbe exponentielle. Ça arrive à un moment où on arrive en haut,
et puis après ça descend, et puis assez rapidement, plus ou moins vite, ça s'effondre. Donc la situation dont on parle aujourd'hui, c'est qu'on est à la veille d'un effondrement. On ne sait pas si ça va se passer le mois prochain, on ne sait pas si les gilets jaunes, c'est le début de ça, on ne sait pas si ça va prendre 10 ans. Mais ma fille qui a 4 ans, c'est sûr que ça va se passer au cours de sa vie. Et l'effondrement de la société thermo-industrielle, ça veut dire une baisse drastique de la population mondiale, qui sera peut-être divisée par 2, par 3, par 4. Ça veut dire plus d'énergie, ça veut dire qu'on n'a plus de production alimentaire. Parce que la production alimentaire, actuellement, est dépendante du pétrole. Un tracteur correspond à 1000 paires de bottes qui marchent dans un champ. Vous parliez, Monsieur Clément, de la satisfaction. Vous m'avez dit que vous êtes contre, vous n'êtes pas pour la décroissance. Donc, je vous rassure, ça ne va pas être une décroissance, ça va être un effondrement. Ça va être une chute drastique qui va nous surprendre tous, les uns et les autres, il faut le savoir. C'est dans les années qui viennent. Vous dites, vous êtes pour la satisfaction des besoins des gens. Il faut savoir que les gens, habituellement, chacun d'entre nous, nous vivrons à peu près avec 500 esclaves énergétiques. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je vous interromps. Je vous en prie, moi, je veux bien. Mais en fait, j'ai l'impression que vous reprenez des études de quelqu'un. Alors, Jean-Marc Jancovici et Pablo Servigné. Et ce que je vous invite davantage à regarder Pablo Servigné, ça donne un peu plus d'espoir. Voilà. Et vous avez... Oui. Non, mais moi, je veux bien qu'on dialogue. On est là pour dialoguer, échanger. Donc, effectivement, ces infos-là, elles sont disponibles sur Internet. Tout le monde peut regarder ça. C'est aussi pour ça que ce genre de débat, on a affaire à des gens qui sont bien informés. Je pense que tous les gens qui viennent ici se renseignent. Voilà, on s'informe aujourd'hui. Donc, les infos que je donne là, elles sont évidemment accessibles pour tout le monde. Et je pense que c'est une réalité. Donc, vous permettez, je continue juste... Et du coup, ça vous va si on garde un peu de temps aussi? Oui, mais je suis d'accord avec vous sur la fin. Qui discutent. Monsieur Clément, vous parliez de la satisfaction des besoins des gens. Aujourd'hui, on vit avec plusieurs centaines d'esclaves chacun, voilà, comme des riches propriétaires romains. Et là, alors les gilets jaunes, quand on leur dit qu'il faut mettre 3 € de plus pour payer le plein par semaine, c'est une augmentation globale pour les 200 esclaves qui sont dans la voiture et qui courent pour nous faire avancer. Il faut prendre conscience de ça. Ce que je veux dire, c'est que les besoins des gens ne seront jamais satisfaits pleinement parce que nos besoins, ils sont de nature mimétique. C'est-à-dire qu'on a besoin, on a envie, depuis la société du commerce, depuis les dieux profit et commerce, ce dont on a envie, nos besoins, c'est d'avoir ce que l'autre possède. Les gens qui vont manifester, c'est pas parce qu'ils sont en manque de quelque chose, c'est parce qu'ils veulent aussi leur part du gâteau. Ils veulent avoir les voitures, les écrans plats, les téléphones portables, se déplacer. J'entendais une dame qui se plaignait, elle disait, vous vous rendez compte, je vais peut-être pas pouvoir emmener mes enfants au ski. D'accord ? Donc les besoins réels des gens, c'est quoi ? Ce dont on a besoin, c'est de la nourriture, de la culture et d'amour. Si on met ces choses-là en place à la place de profit et commerce, enfin voilà, je pense que j'ai bien monopolisé la parole. Non, mais je suis d'accord avec vous sur la forme de... Et je n'ai pas de questions. Et après, il y a la forme de la salle. Après, je trouve ça bien de garder du temps pour des gens qui viennent présenter une recherche, qui viennent présenter une enquête. Alors, garder du temps. Je vais reprendre la parole pour répondre à monsieur. Je ne sais pas comment vous dites. Et du coup, je trouve ça bien aussi si la parole circule un peu. Par contre, si ça ne vous embête pas. Alors, cela dit, si on n'adopte pas des formes démocratiques, si les politiques ne peuvent pas dire il va y avoir de la décroissance, si personne ne peut s'engager politiquement pour annoncer le programme qu'il faudrait promouvoir, c'est-à-dire dire on supprime nos troupeaux de bovins et puis on met des familles sur 1 hectare à faire de la permaculture, par exemple. Aucun homme politique ne peut faire ça. Si on ne peut pas le faire avec de la politique, si on ne peut pas s'exprimer, il faut trouver des formes pour que la population s'empare de cette discussion et donc il faut inventer des formes nouvelles. Ici, nous avons affaire à un verrou technologique avec la forme de cette salle. Et il faut inventer d'autres façons de discuter pour créer une société nouvelle. Alors, il y avait une question juste là.
Oui, bonjour. Je suis assez étonnée parce qu'en fait, il existe des solutions pour ne pas avoir de chauffage dans les maisons. Moi, j'ai des amis qui sont dans les Côtes d'Armor, leur maison n'a aucun chauffage. J'ai passé l'hiver dernier chez eux, ça s'est très bien passé, j'ai pas eu froid. Comment ça se fait que pour les maisons nouvelles, je dis pas les anciennes forcément, mais celles qui se construisent, il y en a des milliers, pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas cette technologie? Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les gens? Parce que ça coûte très cher. Bon, mes amis, ils vont pas amortir leur maison, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les gens à construire des maisons passives qui n'ont pas besoin de chauffage? Je comprends pas, il existe ça existe. C'est complètement incohérent avec le discours ambiant qui demande aux gens de faire des efforts, mais on sait très bien que les matériaux sont très chers, puisque c'est des pierres de lave, enfin, ils ont mis des matériaux qui sont très performants, mais que tout le monde ne peut pas... voilà, je suis étonnée. Alors, il y a deux éléments. L'effort sur les bâtiments neufs, effectivement, ça passe par une réglementation. Et il y a des pratiques, même des règles, des lois qui font que dès lors que quelque chose est réglementaire, il ne peut plus avoir d'aide. Donc on peut aider des expérimentations. Dès lors que ça passe dans la loi, les aides ne sont plus possibles. Donc pour le neuf, déjà la réglementation se sévérise année après année, parce que c'est vrai qu'il y a une dimension économique, et la loi, la réglementation est faite justement pour ne pas créer un choc économique trop important qui bloquerait complètement la construction, qui va déjà pas très très bien. Premièrement. Deuxième élément, après, c'est où on met les priorités. Il y a 1% de construction neuve par an à peu près, avec des durées de vie de 100 ans. Donc, en fait, le parc, si on prend à 20 ans, il y aura moins de 20% de neuf et il restera 80% d'anciens. Et donc, là aussi, les choix sont faits. L'effort, on le fait porter, on essaye insuffisamment, et ça fait partie là aussi des discussions et des débats qu'il peut y avoir, et des insuffisances et des gens effectivement qui disent ça ne va pas du tout, on ne fait pas assez d'efforts pour aider les gens à isoler, à améliorer leur logement, qui sont effectivement les passoires thermiques. Voilà, donc la priorité est mise plutôt sur l'existant, parce que c'est là qu'il y a le gros gisement et les grosses économies à faire. Sur le neuf, on est un peu sur du marginal entre ce qui est la réglementation et ce qui est le bâtiment complètement bioclimatique, passif, qui lui n'aura pas besoin. En général, je pense qu'on y met quand même quelques bûches, et quand même un petit... Du tout, bon, c'est très bien. Pendant que j'ai le micro, je redis deux mots pour contribuer au débat. Effectivement, c'est un peu défensif. Quand j'ai parlé des besoins, j'ai peut-être pas été assez précis. J'ai évoqué aussi quels étaient les déterminants de ces besoins. Et donc, j'ai pas dit que c'était... Alors, effectivement, vous dites c'est mimétique, auquel cas vous répondez à ma question. L'autre, dans la liste de préalables, vous avez parlé des croissances des énergies qui étaient renouvelables, qui étaient négligeables. Sur la croissance, on ne peut pas dire ça. Les investissements et donc les énergies renouvelables au niveau mondial représentent beaucoup plus de la moitié, c'est 60-70% des investissements. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, on investit beaucoup plus sur les énergies renouvelables que sur les autres formes d'énergie. Donc l'exponentielle, on peut pas la... Voilà, on peut, sur ce critère-là, en tout cas, on peut le discuter. Alors effectivement, quand on est au début de la courbe, c'est moins, mais ça va aller ça va très vite. Et les coûts des énergies renouvelables aujourd'hui dans beaucoup de pays ont dépassé ce qu'on appelle la parité réseau, et ça coûte moins cher, effectivement, de faire du solaire. On trouve du solaire maintenant à 30. Alors, je vais vous mettre en centimes, à 3,5 centimes par kilowattheure. Vous comparez avec même l'EPR d'Hinkley Point aux États-Unis et en Angleterre, qui est à 12 centimes le kilowattheure sur des contrats sur 20 ans. On va continuer le tour de parole. Et bonsoir, Pierre-Alain Jacob. Ce soir, j'entends beaucoup parler de petites puissances, mais j'aimerais déjà remettre le phare au bout de l'acheter. Et au niveau du réseau de transport, les pertes sont de 6%. Donc j'ai passé ma carrière professionnelle à faire de la production et du transport, donc je vais remettre quelques chiffres d'aplomb. Le monsieur tout à l'heure, là, il a parlé du site éolien de Groix, et qui a dit il aurait été plutôt judicieux de consommer sur place. Pour consommer sur place le parc de Groix, il aurait fallu faire un poste de 3 à 4 hectares sur le site de Belle-Île et 3 à 4 hectares sur la presqu'île de Quiberon. En termes d'acceptation, là aussi j'ai fait quelques années sur le sujet, je ne vois pas installer un parc de 4 hectares sur la pointe des Poulains, ni sur la pointe de Quiberon. La meilleure des solutions du raccordement était par la mer. Ensuite,
On a tous ici des téléphones, on a tous été à Paris, plus ou moins, avec sa voiture, avec le TGV. On n'arrivera jamais à envoyer un TGV à Paris avec des énergies renouvelables. Je suis désolé de vous remettre sur la dure réalité de la vie. Mais si, par exemple, on perd la centrale de Cordemais, tout à l'heure j'ai entendu parler de la centrale de Cordemais. La centrale de Cordemais, la tranche 4-5, c'est 2 fois 700 MW, 1400 MW. J'ai la chance aussi d'être marin, et je sais ce que c'est le vent sur la mer. Le vent sur la mer, des fois, il n'y en a pas. Si on échange la centrale de Cordemais par 1400 MW éoliens, ça va faire combien d'éoliennes à 30% du temps? Ça va faire 3000 éoliennes. Pour l'instant, je ne sais pas comment faire sur le réseau Bretagne Sud pour installer 3000 éoliennes. Déjà, il faut les raccorder à la terre. Contrairement à ce qu'on pense, il y a énormément de gens en mer et il y a énormément de gens qui sont contre les projets de raccordement. 3000, c'est pas beaucoup. 3000, c'est pas beaucoup. C'est pas de l'emprise au sol qui est immobilisée ou autre. Donc effectivement, après on peut se dire c'est pas beau. Je vous engage à regarder le débat avec les marins qui ont réussi à récupérer 86% des taxes. Donc quelque part, ça doit les gêner. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'éolien parce que j'en ai parlé par rapport à mon sujet de thèse, mais il n'y a pas que l'éolien non plus. Le mix énergétique, il y a plein de choses qui sont en train de se développer. Effectivement, les éoliennes, ça pose des questions d'intermittence, de paysage, etc. Mais il y a aussi, il y a tout un tas d'autres énergies renouvelables. Et l'objectif, je pense, c'est d'arriver justement à faire en sorte que ce mix énergétique il soit viable. Effectivement, on n'a pas toutes les solutions pour l'instant, mais je pense que c'est intéressant quand même de poser la question et d'essayer de tendre vers ça. Et pour revenir aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous posiez la question pour pourquoi est-ce qu'on ne soutenait pas les constructions neuves, etc., je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper dans le débat. Pour moi, en fait, la question de l'énergie, c'est une question avant tout politique et de gouvernance. Et c'est dans ce sens-là que je fais mes études. C'est pas tant une question de technologie, c'est une question de choix politique. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut financer? Et c'est ça la vraie problématique, en fait, aujourd'hui. Enfin, à mon sens. Après... Je vous engage à aussi regarder le pourcentage de répartition de la puissance. Ce soir, on n'a parlé que du résidentiel. Le résidentiel représente 42% de la production de l'énergie. Comment on fait pour faire les grosses puissances? Vous avez un très beau site en Bretagne qui s'appelle la SBFM, Société Bretonne de Fonderie Mécanique. Si par malheur cette usine se ferme, le réseau breton va fonctionner pendant 10 ans. Sans investissement. Non, on est là aussi pour vivre dans le pays, donc il faut des emplois dans le pays, il faut donc des sites de grosse puissance. On a quand même des puissances importantes en énergie renouvelable. Alors après, il y a le problème de l'intermittence, mais là encore... citez-moi des puissances, je sais pas, des puissances. Citez-moi. 7 gigawatts. Projet, la PPE qui est sorti, c'est 40 gigawatts. C'est 40 gigawatts. Le projet est sorti. La PPE, oui, mais enfin aujourd'hui, il y a déjà combien? Il y a 7. On a plus de 7 gigawatts. On a 13 gigawatts en éolien déjà aujourd'hui. Oui, et répartis sur l'ensemble du pays. Oui, mais enfin, pour faire marcher un TGV... La loi prévoit que pour les sites de 12 MW, inférieurs à 12 MW, on se raccorde sur le réseau moyenne tension et basse tension. Au-dessus, c'est sur la haute tension. Il n'y en a pas en Bretagne. C'est l'endroit où il y a le plus de vent. Oui, mais ça c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les architectures. Parce que c'est la difficulté de construire des énormes parcs. L'acceptation. La société n'est pas prête à accepter de voir des éoliennes devant leur visage. C'est ça le problème. C'est toute la question, c'est exactement ce dont on discute en fait depuis tout à l'heure, c'est effectivement qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qui est possible et comment on fait pour qu'il y ait des choses possibles qui se fassent et encore une fois qui se décident. Mais ça, c'est bien parce qu'il faut en discuter et trouver des lieux de gouvernance où des décisions peuvent se faire. Mais c'est vrai, quelque chose qui est imposé, vous voyez bien, si on vous impose une éolienne devant chez vous alors que vous n'en voulez pas, vous n'allez pas être content et vous le ferez savoir. Il y a de très bonnes études de la Sorbonne sur le sujet. Voilà, ce sera peut-être la dernière remarque. Ici, est-ce qu'il est 10h? Mais il y a un buffet après, je crois. On pourra continuer de façon moins formelle. Oui, alors j'ai 2 questions. Une première, très brève. Vous êtes allé en Chine. Est-ce que vous avez eu toute la liberté de voir ce que vous voulez ?
Première question. Et deuxième question, j'ai entendu parler de besoins mimétiques. Alors, ce n'est pas une critique que je vous fais, mais on a une vue très hexagonale, en sachant qu'on est dépendant d'un espace mondial. Et si on examine l'explosion démographique de l'Afrique noire, du Nigeria, et avec les besoins mimétiques qui viennent en Europe, et c'est indispensable de penser à cela. Lisez Stephen Smith, qui est un spécialiste de la démographie de l'Afrique. Il était il y a 15 jours à Nantes. Eh bien, laissez-moi vous dire, on s'attend à la satisfaction mimétique par rapport à l'Europe. Et c'est ça. Et même Michel Tribala, qui est la grande démographe en France, alors je peux dire aussi que je travaille avec elle depuis 30 ans, eh bien voilà, on ne la laisse pas parler à la télévision, et même elle ne peut pas écrire un article dans Le Monde. Elle est barrée par Hervé Lebras. Alors, et je ça, vais vous répondre. Il faut prendre conscience aussi de ces problèmes-là. Je vais vous répondre sur les 2 points personnellement. Oui. Le premier, c'est que oui, on ne va pas dans ces zones-là facilement, et bien évidemment que la Chine n'a aucune envie qu'on voit cette face noire de la Chine et cette face noire de la transition énergétique. Et je me suis fait arrêter, emmener au poste, et tout ça, c'est filmé parfaitement illégalement. Je n'avais pas le droit de sortir de Pékin. Donc voilà, ça c'est la partie compliquée, c'est les zones minières. C'est toujours compliqué une zone minière. C'est toujours compliqué, où que ce soit en Chine ou ailleurs. Sur le second point, je ne rentre pas dans le débat sur la migration parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais en revanche, ce qui est passionnant, c'est que c'est vrai que quelque part, vous soulevez une vraie question que du coup, je me suis posée un tout petit peu. C'est qu'on est en train de se dire ça à 60 millions de personnes, 67 millions de personnes. Mais enfin, en Chine, ils sont 1,4 milliard. Et eux, ils n'ont qu'une envie, c'est de vivre comme nous, de manger de la viande 3 fois par jour et de tous aller voyager pour se reprendre en photo devant la Tour Eiffel. Et donc, quelle est la valeur de notre débat, et même à l'échelle européenne, qui ne représente jamais que 1/15 de l'humanité, sachant que vous avez tout le reste de l'humanité qui ne rêve qu'une chose, c'est d'accéder au même niveau de vie que nous. Et donc, en quoi notre débat est-il important? Est-ce que la transition énergétique ne sera pas d'abord la transition énergétique chinoise? Est-ce que ce n'est pas elle qui va décider de la suite de ce qui va se passer? Et j'en parlais avec Dominique Bourg, qui est un philosophe très axé sur les questions écologiques, et qui me donnait cette réponse que je vous soumets. Il disait, vous savez, nous, pendant 40 ans, 50 ans, on a eu la consommation sans les effets négatifs de la consommation. Mais les Chinois, ils ont la consommation et ils se prennent directement dans la face, en même temps, les effets négatifs de la consommation. Et il me dit, en fait, la prise de conscience des impacts écologiques immédiats de cette marche vers plus de bien-être économique et matériel, eh bien en fait, elle se fait immédiatement. Et donc cette société change très vite, parce que contrairement à nous qui avons mis 40 ans à nous rendre compte de cet effet boomerang, eux, ils se le prennent immédiatement dans la figure, et on peut espérer que cette transition écologique en Chine sera beaucoup plus rapide qu'espéré. Ça ne répond pas exactement à toutes les questions, mais c'est juste pour vous dire que les choses peuvent aussi peut-être aller très vite, enfin, en tout cas je l'espère. Non mais en parlant de Chine, moi je suis allé en Chine plusieurs fois, mais dans les universités, on est très écologique en Chine. On enseigne l'écologie aux étudiants. Et il y a même l'énergie verte est aussi enseignée actuellement en Chine. Je ne vois pas la Chine de façon toujours noire ou négative. Blanche. Mais j'insiste quand même sur l'explosion démographique de l'Afrique. Et on est dans une mondialisation des populations. Voilà. Et il n'est pas question de migration ou pas, mais c'est le désir mimétique qui m'a fait penser à ça. Mais Stephen Smith, eh bien, il est aussi critiqué par Hervé Lebras. Voilà. Quelles oreilles qui sifflent ce soir. Merci, il est 22h, du coup ça peut continuer un peu après. Il y a aussi un stand avec des livres, donc voilà, c'était
sympathique temps de discussion. Je pense qu'on a bien creusé tous les termes de la question, on a bien fait ça. D'un point de vue personnel, donc il y avait eu le Place Publique il y a 3 ans sur le climat, il y en avait eu un sur l'obsolescence programmée, on n'avait pas parlé de ça ce soir aussi, mais on en avait parlé il y a 2 ans je crois, donc c'est une continuité personnelle pour moi. Mais j'imagine que pour chacune d'entre vous, c'est des choses que vous aviez un peu en tête et que vous aurez également en tête en repartant. Voilà, je pense que merci à tous les 3 d'être venus présenter en tout cas votre travail et que c'était l'idée de passer du temps pour pouvoir vous écouter présenter ce travail-là. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée.